Ce sarcophage semble défier toute logique. Aucune ouverture visible. Aucun accès pour entrer ou sortir. Et pourtant, à l'intérieur repose Dame Chenet Aa, une femme énigmatique de l'Égypte ancienne, parfaitement conservée malgré 3000 ans. Comment s'est-elle retrouvée là? C'était la 3e période intermédiaire en Égypte, une ère située entre de grandes dynasties. Les pharaons arboraient la couronne bleue. Les prêtres de Thèbes jouissaient d'un pouvoir presque équivalent à celui des rois. Les marchés retentissaient des cris des marchands vendant dattes, papyrus et parfums précieux. Dame Chenet Aa avait entre la fin de la trentaine et le début de la quarantaine, un âge avancé selon les standards égyptiens de l'époque. Comme la majorité des Égyptiens, elle se nourrissait de pain, de lentilles et de poissons. À cet âge, ses dents étaient déjà fortement usées, jaunâtres et érodées, car la nourriture contenait souvent des grains de sable. Mais elle n'était pas une femme ordinaire. À son décès, pour des raisons inconnues, son inhumation fut somptueuse. Les habitants enveloppèrent son corps dans du lin coûteux et lui substituèrent des yeux artificiels pour remplacer les siens, afin qu'elle pût voir dans l'au-delà. C'est ainsi que nous l'avons retrouvée 3000 ans plus tard, dans un sarcophage richement décoré. Il était en cartonnage, sorte de papier mâché obtenu par superposition de lin et de papyrus agglomérés. Ces cercueils étaient extrêmement résistants et pouvaient endurer des millénaires, grâce au climat extrêmement sec de l'Égypte. Mais surtout, ce matériau était réservé à l'élite, ce qui indiquait son importance locale, même si le motif exact nous échappe. Pourtant, un problème majeur subsistait concernant sa momie. Comment ont-ils pu la placer dans ce cercueil? Malgré toutes les recherches, aucun point d'entrée n'était apparent. La seule ouverture visible était une minuscule fente près de ses pieds, insuffisante pour y introduire un corps entier. Ce mystère a intrigué les chercheurs pendant des décennies, jusqu'à ce qu'ils découvrent enfin la vérité, tout récemment. Ces momies sont étudiées au musée Field de Chicago grâce à une technologie récente, la tomodensitométrie. Il s'agit, en substance, d'assembler des milliers de radiographies afin de produire des images tridimensionnelles d'une extrême précision. Cette méthode permet d'examiner les corps sans les altérer. Et les résultats révèlent l'ingéniosité remarquable des anciens Égyptiens. Ils n'ont pas façonné le cartonnage autour du corps de Chenet Aa, ce qui aurait pourtant été la solution la plus simple. Les embaumeurs ont d'abord fabriqué le cercueil, puis l'ont humidifié afin de le rendre souple. Ils l'ont ensuite délicatement modelé autour de son corps enveloppé. Une fente fut bien pratiquée le long du dos du cercueil, mais elle fut ensuite lacée comme un corset, donnant l'illusion d'une absence totale d'ouverture. Enfin, un panneau de bois fut fixé à ses pieds pour maintenir l'ensemble, ce qui explique la petite fente observée. En règle générale, les organes internes étaient retirés et placés dans des vases, symboliquement protégés par les 4 fils d'Horus. Les Égyptiens croyaient que le défunt en aurait besoin dans l'au-delà. Ils estimaient également que ce procédé contribuerait à préserver le corps durant de très longues périodes, ce qui, à l'évidence, s'est révélé efficace. Grâce à ces croyances, les momies sont devenues de véritables capsules temporelles. Chacun des fils d'Horus avait pour mission de protéger un organe précis. Amset, à tête humaine, veillait sur le foie. Hapi, à tête de babouin, sur les poumons. Douamoutef, à tête de chacal, sur l'estomac. Et Kébé-Sénouf, à tête de faucon, sur les intestins. L'ampleur des efforts déployés par les embaumeurs force l'admiration, en particulier pour Dame Chenet Aa. Ils souhaitaient manifestement préserver son corps et lui offrir un sarcophage irréprochable. Il est alors difficile de ne pas s'interroger. Qui était-elle pour mériter une telle attention? Les anciens Égyptiens pensaient l'au-delà un peu comme nous réfléchissons nos plans de retraite modernes. Il ne s'agissait pas simplement de mourir, mais de se préparer, préserver le corps, garantir la vision, et bien davantage. Plus une personne était riche ou influente, plus son existence après la mort devait être favorable. Toutefois, Chenet Aa n'était pas la seule momie remarquable étudiée. Les chercheurs ont également examiné Arwa, un Égyptien ayant vécu à la même époque. Son corps suggère lui aussi un statut social élevé. Aucune trace de dur labeur, une dentition bien conservée, indiquant une alimentation de qualité, pauvre en sable. Certains individus ont manifestement bénéficié de privilèges, aussi bien de leur vivant qu'après leur mort.
Mais l'histoire compte de nombreuses momies tout aussi énigmatiques. L'une d'elles est Xinzhui, plus connue sous le nom de Madame Dai. Son histoire commence en 1968, près de Changsha, en Chine. Des ouvriers creusaient un abri anti-aérien destiné à un hôpital lorsqu'ils mirent accidentellement au jour un ancien site funéraire. En descendant sur place, ils firent une découverte stupéfiante. 3 tombes appartenant à une femme de la noblesse, à son époux, et à un jeune homme que l'on pense être leur fils. Elle était une noble de la Chine ancienne, au parcours particulièrement fascinant. Elle vécut il y a plus de 2000 ans, durant la dynastie des Han de l'Ouest. Elle était mariée à Li Kang, qui occupait la fonction de chancelier du royaume de Changsha, un rang particulièrement élevé. À première vue, Madame Dai semble avoir mené une existence faite de luxe et de privilèges. Elle disposait de musiciens particuliers pour animer ses réceptions et satisfaire ses plaisirs personnels. Elle jouait probablement du guqin, un instrument alors associé à l'érudition et à l'élégance. Son alimentation était digne d'une impératrice. Viande raffinée, mais délicat et abondance. Sa garde-robe regorgeait de soies somptueuses, sans même évoquer la quantité considérable de cosmétiques dont elle disposait. Mais cette opulence eut un prix. Avec l'âge, sa santé se détériora progressivement. Elle souffrait de multiples affections, une maladie cardiaque, le diabète, de l'hypertension ainsi que des troubles hépatiques. Son dos semblait également la faire souffrir, au point de limiter fortement ses mouvements. Pour parachever ce tableau, elle développa des calculs biliaires. L'ensemble de ces pathologies conduisit finalement à une crise cardiaque qui l'emporta vers l'âge de 50 ans. Un détail particulièrement troublant fut relevé par les scientifiques. Plus de 130 graines de melon furent retrouvées dans son estomac et ses intestins. Elle avait très probablement consommé de la pastèque quelques heures avant sa mort, ce qui suggère que le décès survint en été, à la saison où le fruit est mûr. Elle savourait ainsi une douceur simple et sucrée peu avant que sa vie ne s'achève brutalement. Les fouilles débutèrent en 1972 et se révélèrent du complexe. Plus de 1500 étudiants de la région durent être mobilisés. Parmi les découvertes, Madame Dai demeurait la plus énigmatique. Elle avait été inhumée dans 4 cercueils rectangulaires en pin, emboîtés les uns dans les autres à la manière d'une poupée gigogne, le tout enveloppé de 20 couches de soie et scellé par d'importantes quantités de charbon de bois et d'argile blanche. Les cercueils étaient en outre magnifiquement peints, décorés de divinités protectrices, d'animaux mythiques et de nuages, symbolisant les cieux. On y trouvait également des représentations de créatures divines et du mont Kunlun, montagne mythique où, selon les croyances, les êtres humains accédaient au bonheur éternel. L'ensemble de ces éléments nous éclaire sur la dynastie Han, sa conception de l'au-delà, son art, son quotidien et l'excellence de son artisanat. Lorsque les chercheurs atteignirent enfin le corps, la découverte fut saisissante. Une peau souple, des articulations encore mobiles et un état de conservation presque parfait. Elle avait conservé ses cheveux, ses cils, ses empreintes digitales et même des traces de sang, donnant l'impression qu'elle n'était décédée que quelques semaines auparavant. Les anciens avaient recours à une méthode de préservation ingénieuse. Il semble que les embaumeurs aient immergé Dame Dai dans un liquide acide étrange et mystérieux, capable d'empêcher la prolifération des bactéries. Hélas, ce liquide provoqua chez tous les chercheurs qui la manipulèrent de violentes éruptions cutanées, lesquelles persistèrent durant 3 mois. Et savez-vous ce qui fut enseveli avec elle? Plus de 1400 objets, principalement des effets personnels tels que des vêtements en soie, des cosmétiques et des instruments de musique. On y trouva également de la nourriture, céréales, viande, vin et pâtisseries. S'y ajoutaient 162 figurines en bois sculptées représentant divers serviteurs et musiciens. Elles étaient peut-être destinées à la servir dans l'eau. Vous savez ce qui est encore plus cool que les formes d'art anciennes? Les formes d'art très anciennes et effrayantes. L'une d'elles a été découverte dans une grotte en Indonésie. Sur la paroi, il y avait un étrange dessin réalisé il y a environ 67 800 ans. Ce qui est aussi étrange, c'est que les gens dessinaient déjà à une époque aussi reculée. Les scientifiques pensaient que le besoin de créativité était apparu bien plus tard. Mais entrons dans cette grotte pour examiner cette œuvre de plus près. Les scientifiques ont découvert une image étrange sur l'île tropicale de Muna, au large de la côte sud-est de Sulawesi. Ici se trouve une grotte que les habitants appellent Liang Metaduno. On pourrait qualifier cet endroit de véritable exposition d'art ancien. Des silhouettes humaines, des bateaux avec des passagers, des cavaliers et d'autres dessins inhabituels ont été peints ici avec des pigments rouges, bruns et noirs.
Mais récemment, les scientifiques ont trouvé quelque chose d'encore plus ancien et plus étrange. Toutes les images de cette grotte ont été réalisées il y a plusieurs milliers d'années. Cependant, le dessin récemment découvert s'est avéré vieux de plus de 67 000 ans. Ainsi, au plafond, à côté d'un dessin brun représentant un poulet, les spécialistes ont découvert 2 mains. L'une d'elles avait un doigt pointu ressemblant à une griffe animale. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Les scientifiques pensent que l'auteur a voulu exprimer le lien entre l'humain et l'animal. Mais le simple fait de dessiner une telle main est aussi surprenant. D'habitude, dans les peintures rupestres, on voit des petites silhouettes humaines ou des animaux. Mais ici, l'auteur a décidé de tracer le contour de sa propre main et d'y ajouter une griffe. Cette œuvre montre l'intention de l'artiste. Il a représenté quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que son imagination a inventé, et il l'a exprimé. Que voulait-il transmettre et que ressentait-il à ce moment-là? Peut-être a-t-il connu les affres de la création? Peut-être qu'après avoir terminé son dessin, il a appelé ses amis pour venir l'évaluer. Imaginez des foules d'hommes des cavernes se rendant à une exposition où un artiste célèbre a créé une nouvelle œuvre. Tout le monde admire la main griffue, applaudit et donne sa propre interprétation de l'image. Dans notre esprit, on a souvent l'impression qu'autrefois, les gens étaient des sauvages qui comprenaient très peu de choses. Mais et s'ils n'étaient pas si différents de nous? Eux aussi aimaient l'art. Ils se mettaient en colère, ils ressentaient l'envie, la tristesse et éprouvaient les mêmes émotions. Ils vivaient comme nous, mais sans la technologie. Les vestiges archéologiques comme celui-ci nous aident vraiment à mieux comprendre le développement de l'humanité. Mais pourquoi les scientifiques pensent-ils qu'il s'agissait d'abord d'un pochoir de mains humaines? Peut-être que c'était une sorte de créature, comme un yéti, et que ses mains ressemblaient vraiment à des pattes d'animal. Les spécialistes disent que les empreintes de mains étaient peut-être liées à des rituels pour éloigner le malheur. Et si l'auteur avait tenté de chasser la malchance avec sa main et y avait ajouté une griffe pour la rendre plus effrayante? De manière générale, après cette découverte en Malaisie, les chercheurs ont remis en question la vision eurocentrique de l'intelligence des peuples anciens. Pendant longtemps, le monde scientifique a cru que les capacités cognitives de l'homme moderne avaient commencé à se développer lorsque des populations ont migré vers l'Europe occidentale. Mais désormais, au vu de ce qui a été trouvé sur l'île de Muna, le développement de l'humanité a pu se produire indépendamment dans différentes régions de la planète. Cette découverte complète parfaitement une autre collection de peintures rupestres en Indonésie. En 2019, des scientifiques ont découvert des représentations de silhouettes humaines, avec des têtes et des queues d'animaux. Ces étranges créatures chassaient des phacochères et des buffles nains endémiques. Peut-être que les auteurs s'imaginaient comme ces êtres mi-animaux, mi-humains, et voulaient se donner l'apparence d'animaux. Ces dessins datent d'environ 51 000 ans. La main griffue a environ 67 800 ans, ce qui en fait le plus ancien exemple connu d'art rupestre au monde. Passons maintenant à une époque plus récente, le XVe siècle. À cette époque, de nombreuses œuvres d'art avaient déjà été créées, et beaucoup de livres avaient été écrits. Mais il existe un objet qui reste l'un des plus mystérieux, et même des plus inquiétants, jamais réalisé. C'est le manuscrit de Voynich. De l'extérieur, il ressemble à un petit livre rempli de dessins de plantes variées, de fleurs, d'images astronomiques et de personnages. Toutes ces illustrations sont accompagnées de commentaires détaillés de l'auteur. Tout semble assez normal pour un livre des années 1400. Mais vous savez quel est le problème? La langue dans laquelle le livre est écrit reste inconnue. Les dessins sur ces pages représentent aussi des plantes inconnues. On y trouve des motifs étranges, des formules et des images mystérieuses de personnages. Tout cela ressemble à une sorte de grimoire. Ça pourrait aussi être l'encyclopédie d'un monde parallèle, ou un manuel de fabrication de potions. Mais comment est-il possible qu'avec toute notre technologie moderne, nous n'ayons toujours pas déchiffré cette langue ni ces images? Qui était l'auteur? Que voulait-il nous dire? Et qui était ce Voynich exactement? Un marchand de livres et antiquaire du nom de Wilfried Voynich a découvert ce manuscrit dans un monastère italien en 1912 et l'a aussitôt ajouté à sa collection. Le contenu étrange du livre a vite attiré l'attention des scientifiques. Pendant des décennies, historiens, linguistes, programmeurs et autres spécialistes ont tenté de comprendre ce qui était écrit sur ces pages, mais personne n'y est parvenu. Bien sûr, il y a eu des théories.
Certains scientifiques pensaient que c'était écrit en hébreu. Des botanistes ont suggéré que la langue... D'un côté, il pourrait s'agir d'une langue inconnue qui a disparu. De l'autre, ce pourrait être une sorte de code. Mais qui était l'auteur ? Certaines théories attribuent le manuscrit au philosophe et scientifique anglais Roger Bacon. D'autres étaient convaincus que l'œuvre appartenait à Léonard de Vinci, mais rien ne l'a confirmé. La théorie la plus plausible avance que le manuscrit a été rédigé dans une langue disparue, autrefois parlée en Méditerranée au Moyen-Âge. Les gens la parlaient, mais ne l'utilisaient pas dans les documents officiels ou importants. Une autre hypothèse suggère qu'il pourrait s'agir d'une langue oubliée du Moyen-Orient ou d'Asie. Bon, admettons que ce soit vrai, et que le livre soit écrit dans une langue que tout le monde a oubliée. Mais qu'en est-il de ces étranges dessins ? Les plantes, les images astronomiques, les motifs inhabituels, qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être une grande encyclopédie sur la pharmacie, la nature et l'espace, un traité sur le monde naturel, ou quelque chose dans ce genre. On peut bâtir plein de théories et d'hypothèses, mais vous savez ce qui est vraiment génial ? Vous pouvez essayer de résoudre le mystère de ce livre étrange par vous-même. L'intégralité du manuscrit de Voynich a été numérisée en haute qualité et publiée en ligne. Essayez de le déchiffrer et écrivez en commentaire ce que vous avez réussi à découvrir. Notre prochain artefact archéologique est encore plus étrange que le précédent. Au XVIIIe siècle, des pêcheurs japonais ont jeté un filet dans la mer et en ont sorti une sirène momifiée. Bien sûr, officiellement, ce n'était pas une vraie sirène, mais elle avait l'air très réaliste et même effrayante. Pendant longtemps, cette trouvaille a été conservée dans un musée et considérée comme un objet sacré. Mais, et si c'était vraiment une sorte de sirène ? Et si, jadis, un peuple aquatique avait vécu dans l'océan ? Pour vérifier ces théories, les scientifiques ont analysé la trouvaille et déterminé que l'objet était artificiel. Quelqu'un de talentueux avait utilisé des os, la peau d'un poisson-globe et de la fourrure animale pour créer cette figure grotesque. Mais ce n'était pas une simple sculpture. Selon les spécialistes, c'était un talisman censé offrir une longue vie à son propriétaire. Terminons notre récit par quelque chose de vraiment effrayant et sinistre. Vous savez sans doute qu'il y a des siècles, les Européens croyaient aux vampires. Oui, on trouve de nombreux livres et documents historiques à leur sujet, mais tout semble relever de la légende. Pourtant, il y a quelques années, des archéologues ont découvert des preuves assez glaçantes que les gens croyaient. Les spécialistes ont trouvé en Pologne une sépulture vieille de plus de 400 ans. Elle contenait le squelette d'une jeune femme. Une faucille avait été placée en travers de son cou et un cadenas avait été fixé au gros orteil de son pied gauche. Les scientifiques ont supposé que les habitants craignaient que cette femme ne devienne un vampire et ne sorte de sa tombe. Alors, par précaution, ils ont ajouté ces objets à son corps. Il y a des milliers d'années, le désert du Sahara était une vallée verdoyante avec des rivières, des lacs, des fleurs, divers animaux et des gens qui possédaient un ADN différent. Ce n'étaient pas des visiteurs d'une autre planète, ni une espèce inconnue et distincte. En réalité, ils étaient tout à fait normaux, mais leur code génétique a bouleversé la compréhension des scientifiques sur le développement de la civilisation humaine. Ça peut sembler un peu déroutant, mais commençons par le début. Parmi les dunes infinies du Sahara, il existe un petit abri rocheux où les voyageurs peuvent se protéger du soleil brûlant. Cet endroit s'appelle Takachor. Récemment, il est devenu célèbre car des scientifiques y ont trouvé 2 momies ayant vécu il y a environ 7000 ans. À cette époque, en Chine, les gens apprenaient à domestiquer les porcs. En Égypte, des peintures aux motifs géométriques apparaissaient. Presque partout dans le monde, les gens développaient l'agriculture. Mais que se passait-il au Sahara ? Les scientifiques ont analysé des fragments d'ADN des momies ainsi que d'autres artefacts trouvés dans la grotte. Ils ont découvert que les corps appartenaient à des femmes pasteurs. Elles vivaient à une époque où le célèbre désert était connu sous le nom de Sahara vert, en raison de son climat humide et de sa végétation abondante. Ces momies appartenaient à un groupe de personnes d'origine inconnue. Leur ADN ne contenait pas les gènes typiquement présents chez les populations vivant dans cette région. En fait, leur génome ne ressemblait à aucune autre lignée génétique connue. Il devait certainement y avoir des parents de ces gens vivant dans d'autres régions. Un code génétique similaire a été trouvé dans les restes de chasseurs-cueilleurs de la grotte de Taforalt, située au Maroc. L'ADN des gens de ces 2 grottes était tout aussi distinct de celui des populations vivant dans la partie sud du Sahara.
Puisque leur ADN ne ressemblait pas aux autres génomes de la région, cette tribu devait vivre de manière assez isolée. Ils n'acceptaient probablement pas les étrangers et ne se déplaçaient pas d'un endroit à l'autre. Ils n'en avaient tout simplement pas besoin puisque le Sahara vert avait tout le nécessaire pour vivre. Un bon climat, de l'eau et de la nourriture. Ces gens de Takachor vivaient au sein de leur propre communauté, comme s'ils étaient séparés de tous les autres. Mais alors, comment ont-ils appris l'élevage? Aujourd'hui, élever des taureaux, des chèvres et d'autres animaux semble tout à fait naturel. Mais dans un passé lointain, c'était une véritable révolution. Les techniques d'agriculture et d'élevage se sont développées à travers le monde lors de migrations massives. Imaginez un petit groupe indigène vivant dans le Sahara vert. Soudain, des milliers d'étrangers maîtrisant les techniques agricoles arrivent d'autres régions. Ils s'emparent des terres, chassent certains habitants, en laissent d'autres rester, imposent leurs propres règles et commencent à cultiver le sol. Leur colonie grandit, puis ils migrent vers une autre zone où ils diffusent à nouveau leur technologie. C'est ainsi que le progrès se développait autrefois. Du moins, c'est ce que pensaient les scientifiques. Bien sûr, lors de ces migrations, différents peuples se mélangeaient, ce qui introduisait une grande diversité dans le code génétique. Mais dans le cas de la tribu de Takachor, il n'y avait aucune diversité. Ils n'ont pas été attaqués, et les migrations à grande échelle ne les ont affectés en rien. Alors la question se pose, comment connaissaient-ils l'élevage? C'est ce qui a surpris les chercheurs. On était convaincus que l'agriculture s'était répandue exclusivement grâce aux migrations massives. Les momies découvertes ont montré aux scientifiques que les gens échangeaient simplement des connaissances et de la culture. Peut-être qu'un voyageur est venu au campement de Takachor, leur a montré comment élever des animaux, puis est reparti. Aucun mélange génétique ne s'est produit. C'est pourquoi ils ont conservé un code génétique distinct et unique. Il est aussi possible que quelqu'un de Takachor ait voyagé ailleurs et soit revenu avec de nouvelles connaissances sur l'élevage. Personne n'a conquis personne. Personne n'a imposé ses connaissances ou ses règles. Autrement dit, ils faisaient ce que font les gens modernes. Ils partageaient leur expérience et leur savoir. Ce petit détail dans le génome des deux momies montre que le monde antique n'était peut-être pas aussi cruel et dur qu'on l'imaginait. En un sens, le matériel génétique contenu dans ces momies raconte l'histoire de l'évolution du développement technologique et culturel de l'humanité au fil du temps. Mais il y a aussi la situation inverse, quand le développement et le progrès de la civilisation humaine façonnent notre génome. Comment ça? Ça paraît étrange. Est-ce que les micro-ondes affectent notre ADN ou quelque chose comme ça? Non, c'est bien plus grand que ça. Notre ADN a été modifié par le feu. Si on nous observe à travers les yeux de la nature, nous sommes des créatures très étranges à cause de notre relation bizarre avec l'un des éléments les plus dangereux au monde. Mais qu'est-ce que ça a d'étrange? Eh bien, regardez la nature. Vous avez vu comment les gens dans les thrillers sur la vie sauvage effraient les loups et les ours avec le feu? C'est parce que ça peut vraiment marcher, puisque beaucoup d'animaux ont peur du feu et s'en éloignent. Certains lézards apprennent à survivre aux incendies en se cachant dans des buissons déjà brûlés, des endroits où le feu ne reviendra pas. L'évolution a poussé presque tous les êtres vivants à éviter le feu, mais pas les humains. Nous sommes la seule espèce sur la planète qui ne fuit pas le feu, mais l'utilise. Aucun autre animal ne vit sous un risque constant de brûlure. L'évolution n'était pas préparée à cela et a dû rapidement ajuster nos gènes pour correspondre à notre comportement. La technologie de maîtrise du feu est l'une des plus anciennes au monde. Nous l'avons utilisée pour nous réchauffer dans les climats froids, cuisiner, produire des objets en métal et en céramique, construire des maisons et conquérir des territoires. On met des aliments chauds dans notre bouche et on boit du thé brûlant. Nous sommes les seules créatures sur la planète à mettre volontairement une source de chaleur potentiellement dangereuse dans notre bouche. Et cela dure depuis des milliers d'années. Le feu reste un outil essentiel et pendant tout ce temps, nous nous sommes brûlés. Aucune autre espèce sur Terre ne subit autant de dommages liés au feu que les humains. Et ce n'est pas qu'une question de passé. Encore aujourd'hui, nous côtoyons des cuisinières à gaz allumées, des radiateurs de voitures brûlants et de l'eau bouillante dans les bouilloires et casseroles. Et les équipements dangereux dans les usines? Le danger n'a pas disparu. Chaque personne a sûrement eu un petit accident avec quelque chose d'extrêmement chaud. Je sais que c'est mon cas. Par conséquent, au fil de l'évolution, nous avons développé un génome unique, différent de celui de tout autre être vivant. Quand on touche quelque chose de chaud et que notre corps commence à guérir la partie endommagée, ça semble être une capacité naturelle.
Mais cette guérison dépend de mécanismes génétiques spécifiques. Sans eux, même un petit accident pourrait causer de graves problèmes. Le développement de ces adaptations génétiques a été un processus complexe et long, car les changements dans l'ADN ne se font pas rapidement. Pendant que l'humanité s'adaptait au feu, une sélection naturelle intense avait lieu. Certains scientifiques suggèrent même que nous descendons de ceux qui guérissaient des brûlures plus vite que les autres. Bien sûr, les mammifères possèdent aussi des adaptations liées au feu. Des scientifiques étudiant l'ADN des primates ont découvert un ensemble de 94 gènes qui s'activent en réponse aux brûlures. Alors, qu'est-ce qui nous rend différents ? Chez les humains, certains de ces gènes ont évolué bien plus vite et sont devenus beaucoup plus efficaces pour guérir et combattre les bactéries. Alors, on aurait un super pouvoir dont on ne s'était jamais rendu compte. Oui, mais il y a une mauvaise nouvelle. La même réponse immunitaire qui nous permet de guérir rapidement des brûlures peut aussi causer de graves problèmes. Comment est-ce possible ? Eh bien, au lieu d'utiliser des exemples avec de vraies personnes, imaginons un mannequin avec les mêmes adaptations au feu qu'un humain. Quand le mannequin reçoit une petite brûlure, disons d'un radiateur chaud sous un capot de voiture, son système immunitaire déclenche rapidement une inflammation, durant laquelle les cellules immunitaires neutralisent les dégâts. C'est une stratégie de guérison agressive, mais ça fonctionne. Cependant, si le mannequin subit une brûlure sur une grande surface, cette même défense devient dangereuse. Le système immunitaire utilise la même tactique pour les brûlures graves que pour les petites, créant une inflammation massive qui peut mettre la vie en danger. Pourquoi ? Parce que l'évolution a développé une protection contre les petits incidents autour d'un feu de camp, mais pas contre les incendies massifs. Et d'ailleurs, comment les scientifiques expliquent-ils notre attrait pour les sports extrêmes et l'adrénaline ? Que dit notre ADN à ce sujet ? Eh bien, c'est toute une autre histoire. Tout au long de l'année 1972, un satellite ultra secret tournait en orbite autour de la planète. Il prenait, en haute altitude, des photos des steppes du Kazakhstan. L'objectif était sans doute de repérer des installations militaires. Pourtant, quelques clichés révélèrent autre chose. D'immenses formes géométriques gravées dans le sol. Sans le savoir, il venait d'immortaliser une cité fantôme vieille de 36 siècles. Comme ces images étaient le classifier, il fallut attendre des décennies avant que les chercheurs puissent en obtenir les coordonnées et envoyer des drones modernes cartographier la zone. C'est ainsi qu'ils mirent au jour une ancienne implantation humaine couvrant 140 hectares. Mais ce qui intrigue n'est pas sa taille. Le plus surprenant réside dans une sorte d'usine préhistorique avancée, exploitée par des nomades. Le site, nommé Semiyarka, signifie « ville des 7 ravins », en raison de sa position sur une falaise dominant une large vallée fluviale. Il remonte aux environs de 1600 avant notre ère. À cette époque, la steppe eurasienne formait une vaste bande herbeuse de plus de 8000 km. Les populations qui y vivaient adoptaient un mode de vie extrêmement sobre. L'agriculture à grande échelle y était possible, mais très contraignante. Il était bien plus simple de suivre les troupeaux et de se déplacer dès que la nourriture venait à manquer. En pratique, les nomades dépendaient exclusivement de leurs moutons et de leurs chevaux pour subsister. Or, maintenir un grand troupeau au même endroit finissait par raser l'herbe jusqu'à laisser la terre nue. Le choix était donc évident, charger tous ses biens sur un animal et partir à la recherche de nouveaux pâturages. Leur alimentation provenait aussi directement de ces bêtes, principalement de la viande et du lait de jument fermenté, une boisson acide et légèrement alcoolisée, confectionnée dans des outres en cuir. Pourtant, à Semiyarka, certains décidèrent de se fixer. Ils bâtirent un véritable centre de production sur cette falaise en plein âge du bronze, période marquée par le passage du simple usage de la pierre polie à celui de la métallurgie. Le bronze n'est pas constitué d'un métal unique, c'est un alliage qui associait le plus souvent cuivre et étain, rendant les outils plus résistants et plus durables. L'évolution technologique n'étant pas uniforme, alors que ces artisans allumèrent leurs fours, les pyramides d'Égypte existaient déjà depuis un millénaire. À quoi ressemblait concrètement la fonderie de Semiyarka ?
Nous sommes bien trop tôt pour imaginer tapis roulants ou hautes cheminées de briques. Un site métallurgique de l'âge du bronze se résumait plutôt à un vaste espace à ciel ouvert, bruyant et noirci de suie. Il est raisonnable de penser que l'odeur y était insupportable. Fumée de charbon, bois calciné, métal en fusion. Rien de très éloigné, au fond, d'une usine moderne privée de ventilation. Si vous pouviez vous y promener, vous découvririez un sol brûlé et des fragments d'argile dispersés partout. Les artisans avaient hâte de concentrer ces activités bruyantes à la lisière sud-est de la ville, preuve d'une organisation rigoureuse. Les archéologues sont convaincus d'avoir affaire à un véritable site de production, notamment grâce à 2 indices précis, des creusets et des scories. Le creuset est un récipient d'argile conçu pour résister à des températures avoisinant les 1100 degrés. Quant aux scories, il s'agit de résidus vitrifiés et inutilisables, issus de l'extraction du métal à partir du minerai. Leur présence n'est jamais accidentelle, elle atteste d'une fusion volontaire. Mais que produisait-on exactement en ce lieu ? À cette époque, maîtriser le bronze constituait un avantage décisif pour survivre. Une hache en cuivre pur, utilisée pour abattre un arbre, se déformerait rapidement, à la manière d'un ustensile fragile, obligeant sans cesse à la redresser à coups de pierre. L'ajout d'une petite quantité d'étain déclenche une transformation qui stabilise la structure du métal. Le résultat devient nettement plus solide. De nombreux nomades de passage circulaient avec d'imposants chariots en bois, comparables en taille à un mobile home moderne. Dotés de roues pleines et tractés par des attelages de bœufs, ces véhicules exigeaient un entretien constant, nécessitant des outils robustes. Semiyarka jouait ainsi le rôle d'une halte essentielle sur ces routes. Les artisans incorporaient environ 12% d'étain à leur cuivre. Ce métal clair et malléable fond à relativement basse température et agit comme un agent de durcissement lorsqu'il est mêlé au cuivre en fusion. Dans l'Antiquité, l'étain était extrêmement rare. Si le cuivre se trouvait assez aisément, la moindre rupture d'approvisionnement en étain pouvait inquiéter des empires entiers, puisqu'il est indispensable à la fabrication du bronze. Semiyarka bénéficiait d'un avantage considérable, l'accès à des gisements d'étain dans les montagnes voisines. Cela signifie qu'il détenait peut-être la ressource clé dont dépendaient toutes les populations réparties sur cette immense steppe de plus de 8000 km. Que s'est-il donc produit et comment cet endroit est-il devenu une ville fantôme ? Nous savons avec certitude qu'il n'a pas été anéanti par une tribu ennemie, ni par une armée. Un tel affrontement aurait laissé des traces évidentes, des restes humains, d'épaisses couches de cendres, ou encore des armes abandonnées, notamment celles produites sur place. Or, rien de tel n'a été découvert à Semiyarka. Les archéologues y ont plutôt identifié les signes d'un départ méthodique. Les habitants ont emporté leurs outils les plus précieux, rassemblé leurs troupeaux et fait ce que font traditionnellement les nomades. Ils sont partis, du moins, telle est l'hypothèse actuelle. Il est également envisageable qu'ils aient provoqué eux-mêmes leur déclin. Maintenir des fours capables de fondre le métal exigeait d'importantes quantités de bois, ce qui suppose un abattage massif des arbres alentours. Privé de racines pour le stabiliser, le sol finit par se désagréger et se réduire en poussière, tandis que les pâturages disparaissent. Dans ces conditions, les groupes de passage cessent de fréquenter la zone. En alimentant sans relâche leurs fours, les habitants auraient ainsi transformé leur environnement immédiat en une étendue stérile. Une telle chaîne d'événements devrait laisser des indices, mais les recherches étant encore récentes, de nouvelles découvertes pourraient émerger. Semiyarka s'est vraisemblablement éteinte progressivement, rejoignant d'autres établissements avancés, tombés dans l'oubli. Dans l'immense steppe de l'Oural, une autre ville conçue dès l'origine comme une place fortifiée illustre ce niveau d'organisation précoce. Il s'agit d'Archaïm. Vu du ciel, son enceinte dessine un cercle presque parfait d'environ 160 mètres de diamètre. Des remparts concentriques ceinturent le site,
complété par un fossé défensif extérieur. À l'intérieur, près de 60 habitations s'alignent en courbe le long des murs, comme les pièces d'un puzzle. L'ensemble révèle une planification rigoureuse et une communauté structurée. Puis vient Akrotiri, cette cité de l'âge du bronze, située sur l'île de Santorin, fut ensevelie lors d'une terrible éruption volcanique. Les cendres, en retombant, se sont solidifiées comme du béton, emprisonnant la ville dans cet état exceptionnel. Les archéologues y ont mis au jour des habitations à plusieurs niveaux, superposées avec une étonnante complexité. Sur les murs subsistent encore des fresques éclatantes représentant navires et dauphins. À l'intérieur, un réseau de canalisation en terre cuite permettait déjà la circulation de l'eau, bien avant l'apparition de la plomberie moderne. On peut également citer Derinkuyu. Écoutez plutôt. Des savants estiment qu'il serait possible de ramener les Néandertaliens à la vie dans les 20 prochaines années. Non pas sous forme de fossiles ni de simulations, mais comme de véritables êtres vivants. Et non, il ne s'agit pas d'un scénario de science-fiction, c'est un débat bien réel qui anime aujourd'hui laboratoires de génétique et comités d'éthique à travers le monde. Leur ADN a déjà été déchiffré, et l'obstacle qui subsiste n'est plus vraiment de savoir si nous en sommes capables, mais si nous devrions le faire. Dissipons un malentendu. Les Néandertaliens n'étaient pas ces brutes primitives, brandissant des massues, comme dans les dessins animés. Ils ressemblaient aux humains modernes, de proches cousins ayant occupé l'Europe et l'Asie durant des centaines de milliers d'années. Ils prenaient soin des membres blessés de leur groupe, fabriquant des outils, portèrent des vêtements et parvenaient à survivre aux conditions redoutables de l'ère glaciaire, qui mettraient à mal la plupart des humains actuels. Puis, il y a environ 35 000 ans, ils ont disparu. Les chercheurs ne s'accordent toujours pas sur la cause précise. Variations climatiques, rivalité avec Homo sapiens, maladies ou métissage ont sans doute contribué à leur extinction. Si l'on évoque aujourd'hui la possibilité d'une telle résurrection, c'est parce que les chercheurs ont achevé, en 2010, le séquençage complet du génome néandertalien. On peut l'imaginer comme un manuel d'instruction inscrit dans l'ADN, indiquant à un organisme comment se développer, fonctionner et survivre. Une fois ce manuel en main, la question cesse d'être « à quoi ressemblaient les Néandertaliens ?» pour devenir « pourrions-nous en recréer un ?» C'est ici qu'intervient la technologie CRISPR, un outil d'édition génétique comparable à des ciseaux moléculaires capables de couper l'ADN à des endroits extrêmement précis afin d'y substituer d'autres séquences. Les chercheurs l'emploient déjà pour étudier certaines maladies, modifier des embryons animaux ou transformer des cellules souches humaines en laboratoire. En théorie, il serait possible de partir de cellules souches humaines et de remplacer progressivement l'ADN moderne par de l'ADN néandertalien, fragment après fragment. Selon certains généticiens, ce processus pourrait devenir réalisable en quelques décennies. Il ne s'agirait pas de copier directement un individu à partir d'un fossile, l'ADN ancien étant trop dégradé pour cela, mais de transformer graduellement un génome humain jusqu'à ce qu'il reproduise les instructions génétiques néandertaliennes. Le résultat ne serait donc pas une relique du passé ressuscitée telle qu'elle, mais un corps humain contemporain reconstruit en suivant les plans biologiques de Néandertal. Les chercheurs envisagent pourtant ce projet parce qu'ils espèrent résoudre plusieurs mystères. Pourquoi les Néandertaliens ont-ils disparu alors que notre espèce a survécu? Comment leur cerveau fonctionnait-il comparé au nôtre? Pensaient-ils, ressentaient-ils ou traitaient-ils le langage différemment? Un Néandertalien vivant pourrait éclairer des questions auxquelles ossements et fossiles ne répondront jamais. Certains chercheurs pensent même que cela pourrait servir la médecine moderne. Les gènes néandertaliens influençant l'immunité, le métabolisme et l'inflammation, l'étude d'une biologie complète pourrait révéler pourquoi certaines maladies affectent aujourd'hui les humains comme elles le font. Contre toute attente, leur retour pourrait donc aussi nous aider. Mais cet enthousiasme se heurte vite à un mur éthique. Un néandertalien ne serait pas une simple souris de laboratoire, ce serait une personne. Ce fait renverse tout le projet. On ne peut traiter une personne comme une expérience, même si la science veut des réponses. Être le seul néandertalien sur Terre serait, au minimum, extrêmement difficile. Il devrait vivre sans culture, sans communauté, sans personne partageant réellement sa biologie. Il grandirait entouré d'humains modernes, qu'il étudierait sans cesse, et le considérerait toujours comme une expérience.
Les critiques estiment donc qu'un tel isolement pourrait provoquer de graves dommages psychologiques. Il y a aussi la question du consentement, que ce projet violerait entièrement. Aucun néandertalien ne pourrait accepter de naître dans le monde moderne, d'être élevé par des humains, étudié toute sa vie et utilisé pour prouver une théorie. Or, le consentement est central en éthique médicale. On ne peut même pas tester de médicaments sans lui. Cloner un ancêtre humain enfreindrait clairement cette règle. Même en mettant l'éthique de côté, de sérieux risques biologiques demeurent. Personne ne sait comment un génome néandertalien reconstruit se comporterait dans l'utérus d'une femme moderne. La grossesse elle-même pourrait être dangereuse. Le développement pourrait ne pas suivre les attentes, et des réactions immunitaires imprévues pourraient survenir. De petites incompatibilités génétiques peuvent provoquer d'énormes problèmes lorsque l'on tente de créer un être humain à partir de zéro. Et même si tout fonctionnait, le résultat pourrait décevoir. Un seul individu ne recréerait pas une société néandertalienne, et le comportement dépend autant de la culture que de l'ADN. Sans population entière, les réponses obtenues pourraient rester superficielles, trompeuses ou incomplètes. Si le débat autour d'un éventuel retour des néandertaliens est si intense, c'est parce que cette possibilité paraît très concrète. Le génie génétique progresse sans cesse, et les outils deviennent à la fois moins coûteux, plus rapides et plus précis. Pour l'instant, aucun laboratoire n'a l'autorisation de tenter l'expérience, et aucun embryon néandertalien n'existe. Pourtant, savants, éthiciens et responsables politiques discutent déjà de règles, de limites et de lignes à ne pas franchir, ce qui montre à quel point cette perspective semble proche. La question se pose alors, la curiosité scientifique devrait-elle connaître des limites, et qui est habilité à les fixer? À ce jour, aucune loi n'interdit explicitement la résurrection d'humains disparus. Si un pays décidait de l'autoriser, d'autres pourraient suivre, et peut-être plus vite que les réglementations. Certains chercheurs répondent toutefois à ces objections par un argument différent. Et si ne pas tenter l'expérience était aussi moralement discutable? Ils rappellent que l'humanité ressuscite déjà certaines espèces disparues, manipule des génomes et altère la vie à son niveau le plus fondamental. Mieux comprendre les néandertaliens pourrait nous aider à affronter de futurs bouleversements climatiques ou de vastes crises sanitaires. S'ils ont prospéré dans des environnements extrêmes, leur biologie pourrait receler des aptitudes de survie dont nous aurons peut-être cruellement besoin. Ainsi, renoncer à acquérir ce savoir pourrait, un jour, coûter de nombreuses vies. Et si tout cela ne vous concerne pas parce que vous pensez n'avoir aucun lien avec les néandertaliens, voici une surprise. Lorsque vous vous regardez dans un miroir, il est possible que vous observiez une infime part de l'un d'eux. Elle peut littéralement se trouver dans votre ADN. Selon des recherches récentes, les néandertaliens ne se sont pas simplement éteints, ils se sont aussi mêlés à nous. Les humains modernes dont les ancêtres ont quitté l'Afrique portent généralement entre 1 et 4% d'ADN néandertalien. Les chercheurs ne disposent pourtant que de très peu de génomes néandertaliens de qualité à étudier, à peine 3 vraiment complets. Ils proviennent d'ossements découverts dans une grotte de Croatie, datés d'environ 50 000 à 65 000 ans, ainsi que de 2 autres spécimens eurasiens vieux de 50 000 et 80 000 ans. Ce matériel reste limité, ce qui signifie que chaque nouvelle découverte revêt une importance considérable. Chaque individu possède 2 versions de chaque gène, l'une héritée de sa mère, l'autre de son père. Lorsque 2 populations très différentes se croisent, leurs descendants présentent une diversité génétique accrue. Les chercheurs ont ainsi comparé l'ADN de 3 néandertaliens avec celui d'environ 2000 humains modernes. Le résultat fut surprenant. Les néandertaliens eux-mêmes pouvaient l'emporter jusqu'à 3,7% d'ADN d'humains modernes. Autrement dit, ils ne se sont pas seulement mêlés à nous, nous nous sommes aussi mêlés à eux. Environ un parent néandertalien sur 30 aurait pu être un humain moderne, et ces échanges ne se sont pas produits qu'une seule fois. Les analyses génétiques révèlent au moins 2 grandes phases de métissage. L'une il y a 200 000 à 250 000 ans, l'autre entre 100 000 et 120 000 ans. Il y en eut peut-être davantage, mais l'ADN s'apparente à une photo floue. Plus l'événement est ancien, plus il devient difficile d'en distinguer les traces. Selon une autre étude récente, la majorité de l'ADN néandertalien chez les humains modernes provient d'une longue phase de métissage survenue il y a environ 47 000 ans et ayant duré près de 7 millénaires. Cela correspond à des générations ayant grandi ensemble. Les fossiles vont dans le même sens.
Dans des grottes du Moyen-Orient, des chercheurs ont trouvé des crânes vieux d'environ 100 000 ans, ressemblant surtout à des humains modernes, mais avec d'épaisses arcades sourcilières et d'autres traits néandertaliens. Il semble aussi que la population néandertalienne ait été bien plus réduite qu'on ne le pensait, ce qui rendait difficile une séparation génétique durable. Au fil des vagues d'humains quittant l'Afrique et se mêlant à eux, les néandertaliens ne disparurent pas simplement. Ils se fondirent dans la population humaine plus vaste. Ainsi, les néandertaliens n'ont pas vraiment perdu au jeu de l'évolution. Ils font encore partie de nous. C'est un point. Vous vous rendez en Espagne avec une équipe d'archéologues, dans l'espoir de mettre au jour d'antiques artefacts. Par chance, vous découvrez l'un des plus grands trésors de l'âge du bronze ibérique. Cette appellation désigne les cultures de cette époque en Espagne et au Portugal. Parmi les objets exhumés figurent des monnaies, des bijoux, des vases, ainsi que 2 pièces singulières. L'une évoque un fragment de sceptre, l'autre ressemble à un bracelet. Leur étrangeté? Elles semblent liées à l'espace. En 1963, à quelques kilomètres de la ville de Villena, en Espagne, des scientifiques mirent au jour le trésor de Villena, l'un des plus importants dépôts d'or de l'âge du bronze. Fait curieux, existe-t-il des trésors de bronze datant de l'âge d'or? Qu'importe. L'or découvert a été daté entre 1500 et 1200 avant notre ère. À l'exception toutefois du sceptre et du bracelet, dont la provenance semble étrangère. Leur origine serait extraterrestre, dit-on, ce qui rend leur datation incertaine. Bien sûr, ce n'est qu'une plaisanterie, du moins, en partie. Lorsque les chercheurs examinèrent les objets, ils constatèrent que ces 2 pièces étaient faites non d'or, mais de fer. Et alors, pourriez-vous penser? Le problème, c'est qu'à l'âge du bronze, on ne savait ni exploiter ni forger ce métal. La maîtrise du fer n'est apparue qu'environ 4 à 7 siècles plus tard, vers 850 avant notre ère. Alors, comment expliquer leur existence? Un indice troublant de ce mystère a été découvert en Égypte ancienne. Dans la tombe de Toutankhamon reposait un poignard en fer, présentant des caractéristiques semblables. Mais cet objet était bien plus précieux que les autres, car il avait été fabriqué à partir d'un matériau céleste, une météorite. De fait, le bracelet et le sceptre sont eux aussi composés de fer météoritique. Ce type de métal se distingue par une teneur élevée en nickel, absente dans le fer terrestre. Tout cela devient cohérent. Les peuples de l'âge du bronze ne pouvaient pas extraire le fer des profondeurs. Mais rien ne les empêchait de récupérer celui tombé du ciel. Imaginez l'émotion de posséder des bijoux ou une dague confectionnés à partir d'un matériau ayant voyagé durant des millions d'années dans les immensités de l'espace. Peut-être renferme-t-il même des particules d'une étoile ancienne aujourd'hui éteinte. À ce jour, ces 2 artefacts issus du trésor de Villena constituent les plus anciens objets en fer météoritique recensés sur la péninsule ibérique. Maintenant que chaque pièce est à sa place, vous pouvez admirer l'ensemble des richesses composant le trésor de Villena. Ce dernier comprend 66 objets, bols, bracelets, flacons, bijoux en or, 3 flacons d'argent ainsi qu'un bouton en or ambré. Près de 10 kilos d'or ancien soigneusement dissimulé, dont la découverte ne fut possible qu'après 3 millénaires. Ce rêve pour tout archéologue est exposé au musée de Villena, où sont présentés des vestiges couvrant plusieurs époques, allant de la préhistoire, il y a environ 50 000 ans, jusqu'à l'époque contemporaine. Vous y trouverez des objets issus des cultures ibériques, romaines et arabes. On y observe non seulement bijoux et monnaies, mais aussi les vestiges de colonnes, céramiques et autres artefacts architecturaux. Cette collection figure parmi les plus importantes en matière de trésors préhistoriques en Europe. Et le plus remarquable est que l'accès à cet ensemble exceptionnel ne coûte que 2 € environ. Rendez-vous à Villena, découvrez donc ce musée, et imprégnez-vous de son histoire. Hé l'ami, on m'a dit que vous possédiez un détecteur de métaux. Pourriez-vous m'aider à retrouver ce marteau que j'ai perdu dans mon champ? Vous demande un vieux fermier. Vous prenez votre appareil et entamez les recherches. Mais au lieu d'un marteau, vous déterrez des centaines, voire des milliers de pièces d'argent estimées à environ 2 millions d'euros. Vous vous réjouissez que le fermier ait égaré son marteau, car vous voilà riche. Mais stop, sachant que ce terrain lui appartient, lui révéleriez-vous votre trouvaille ou la garderiez-vous pour vous? En réalité, aucune de ces éventualités ne s'est produite. En 1992, Eric Lowes aidait un agriculteur à retrouver un marteau perdu dans un champ proche de Oxon, dans le Suffolk en Angleterre. Son détecteur de métaux révéla un trésor caché d'une ampleur considérable. Cuillères en argent, bijoux en or, plus de 500 pièces d'or
et quelques 14 000 pièces d'argent. Par hasard, Eric Laus mit au jour la plus vaste collection d'or et d'argent de la fin de l'époque romaine, jamais découverte en Grande-Bretagne. Hélas, ou par chance peut-être, ni lui ni l'agriculteur ne reçurent la moindre part de ce trésor, désormais conservé au British Museum. Quittons à présent le champ de ce fermier pour rejoindre la côte méditerranéenne. Imaginez que vous soyez plongeur sous-marin. Après une violente tempête la veille, l'eau est désormais calme, et vous vous immergez pour découvrir un fond marin recouvert de dinars en or. Ce fait s'est produit en 2015. Ces pièces, charriées sur la rive par la tempête, pourraient avoir été frappées bien avant le début de la première croisade en 1096. Cette collection figure parmi les découvertes archéologiques les plus remarquables à l'échelle mondiale. De telles richesses peuvent aisément troubler l'esprit de leurs découvreurs, mais elles finissent toujours dans un musée. Et c'est une bonne chose, car une fortune de cette ampleur pourrait aisément rendre fou. Un détecteur de métaux et une combinaison de plongée ont permis la découverte de trésors anciens. Mais quelle sera la prochaine étape? Pourquoi pas un chien? En effet, cet animal pourrait bien être un excellent substitut au détecteur de métaux. Ainsi, en 2013, 2 personnes promenaient leurs chiens sur leur propriété, dans le nord de la Californie, lorsqu'ils tombèrent sur une boîte rouillée remplie de pièces datées de 1847 à 1894. Près de 1500 pièces d'or se trouvèrent à l'intérieur. Le ticket pour un avenir riche et insouciant? Pas cette fois. La découverte suscita une vive controverse parmi les experts. Une théorie avançait que ces pièces auraient été volées à la monnaie des États-Unis. Toutefois, celle-ci démentit fermement cette hypothèse, affirmant n'avoir jamais possédé un tel or dans ses réserves. Reste à comprendre pourquoi quelqu'un aurait pris le risque de dissimuler un tel trésor dans la propriété d'un tiers. Un voleur a risqué sa liberté, peut-être même sa vie, pour s'enrichir. Une fois son but atteint, il se contenta de cacher le magot, comme s'il n'avait jamais existé. Une affaire pour le moins étrange. Monnaie, bijoux, objets provenant de météorites, tout cela est remarquable. Mais achevons cette vidéo avec un récit grandiose. Des archéologues, engagés dans des recherches au large des côtes égyptiennes, découvrirent un trésor insoupçonné au sein d'un temple et d'un sanctuaire submergé. Malgré l'assaut des vagues, les tremblements de terre et l'eau salée, cette découverte majeure avait été maintenue dans un état remarquable. Ce temple, édifié il y a plusieurs siècles, s'effondra au milieu du second siècle avant notre ère. Il s'agissait d'une structure capitale de l'Égypte ancienne, considérée comme sacrée par la population. Les pharaons s'y rendaient pour implorer l'aide de leurs dieux et afin de sacraliser leur règne au moyen de titres grandioses, tels que roi de l'univers. Pour beaucoup, ce lieu représentait le cœur même de notre monde, et il repose désormais, oublié, au fond de la mer, presque en ruine. Le temps ne fait grâce à rien. Les chercheurs ont établi que ce temple faisait autrefois partie intégrante d'une cité portuaire antique. Un tremblement de terre dévastateur survenu il y a fort longtemps anéantit la ville. Les vagues de marée, en rendant le sol meuble, entraînèrent la cité dans les eaux de la Méditerranée. Lors de leurs investigations dans le temple, les scientifiques découvrirent de nombreux trésors cachés, instruments cérémoniels en argent, bijoux en or et vases en albâtre, qui servaient jadis à conserver parfums et onguents. Il semblerait qu'en Égypte ancienne, la cosmétologie avait déjà ses adeptes. À proximité du temple, les archéologues mirent au jour un sanctuaire grec. Il semble que les marchands grecs visitant les côtes égyptiennes souhaitaient rendre hommage à Aphrodite, et pour cela bâtirent un modeste édifice en son honneur. Dans ce lieu furent exhumés des objets en bronze et en céramique issus de diverses cultures. Les chercheurs ont également découvert que les Grecs jouissaient de l'autorisation de commercer dans cette cité égyptienne et pouvaient même y établir leur résidence. Les pharaons, vers 600 avant notre ère, se montraient apparemment favorables à leur égard. Savez-vous quelle quantité d'or a été extraite par l'humanité au fil de l'histoire? Environ 233 000 tonnes. Et les 2/3 de cette masse furent exploités après les années 1950. Divers pays, époques et des milliers de personnes impliquées. Mais que se passerait-il si d'immenses gisements d'or étaient découverts en un seul lieu? Et si un immense gisement de minerai d'or était révélé? Non, pas juste immense, mais proprement gigantesque. C'est exactement ce qui a été mis au jour en Chine. Un groupe de géologues a identifié environ 40 filons d'or, renfermant approximativement 330 tonnes de minerai. Mais ce n'est pas tout. La modélisation 3D a révélé que davantage d'or repose en profondeur. À quelques 3000 mètres, plusieurs centaines de tonnes supplémentaires pourraient se trouver.
En tout, il est possible qu'ils découvrent des gisements totalisant près de 1100 tonnes d'or. Pouvez-vous concevoir pareille quantité? Cela correspond à environ 70 milliards d'euros. Waouh! Les experts indiquent que ce gisement recèle environ 139 grammes d'or par tonne de minerai. Cela peut sembler dérisoire, mais c'est en réalité un taux remarquable dans l'exploitation aurifère. Habituellement, 10 grammes par tonne est considéré comme excellent. Si toutes les estimations s'avèrent exactes, il s'agira de la plus vaste mine d'or au monde, surpassant même la mine de South Deep en Afrique du Sud, qui recèle 1025 tonnes d'or. Certains s'inquiètent, et d'autres se réjouissent. L'or, toujours l'or dans les esprits. Tous désirent de l'or, tous en acquièrent. Sa valeur s'accroît, et il apparaît bien plus sûr que le Bitcoin ou l'argent liquide. L'or évoque richesse et luxe. Il demeure constamment un placement précieux et rentable. Mais un instant, pourquoi en est-il ainsi? Qu'est-ce qui pousse les gens à s'enthousiasmer pour ce métal brillant? La vérité est que l'or possède à la fois une valeur pratique et psychologique. Depuis des siècles, l'or incarne le pouvoir, le prestige et la prospérité au sein de diverses cultures. Il semble que nous portions en nous une mémoire ancestrale nous signalant que l'or est précieux. Songez aux innombrables problèmes qu'il aura causés aux héros littéraires et aux multiples aventures autour de l'or que nous avons vues au cinéma. L'or suscite la joie et l'avidité, la cruauté et la domination. Voilà pourquoi il séduit tant de monde. Certes, il charme par son éclat, mais il demeure aussi d'une grande utilité. L'or ne rouille pas, ne se corrode pas, se conserve sur de longues périodes et ne se détériore pas. Il constitue l'investissement fiable par défaut. Toutes les autres formes d'épargne risquent de perdre de leur valeur lors des crises, tandis que l'or reste stable. Le seul inconvénient réside dans le risque de vol. Outre la joaillerie, l'or intervient dans l'électronique, la médecine, l'aérospatiale et de nombreux autres secteurs. Le Bitcoin tire sa valeur de la confiance des gens à travers le monde. L'argent possède sa valeur grâce à l'appui des autorités. L'or, en revanche, a une valeur intrinsèque. Il est tangible, visuellement séduisant, et son prix est consolidé par la croyance séculaire en sa valeur durable. Mais ne laissez jamais l'or vous troubler. Nombreux sont ceux qui perdent leur honneur, voire la raison à cause de lui. Évitez ce piège. Ce n'est qu'un simple morceau de métal brillant. D'autres métaux précieux existent dans le tableau périodique. Le palladium, l'argent, le cuivre, le platine. Pourquoi l'or occupe-t-il la première place? Les métaux moins nobles tels que le cuivre, le fer, le plomb et l'aluminium se corrodent et rouillent. L'aluminium, de surcroît, manque de durabilité. Le platine et le palladium surpassent l'or en prix. Mais leur rareté et la difficulté de leur extraction en limitent l'exploitation. Peu de pièces pourraient en être faites. L'argent, plus tendre que l'or, ternit, se raye et se déforme. Et, pour être franc, l'or reste le plus séduisant. Mais une autre raison explique ce coût élevé. Il est ardu à obtenir. L'extraction de l'or constitue un processus fastidieux. Dans les documentaires, vous avez peut-être observé des personnes se tenir à l'embouchure d'une rivière, collectant limon et argile, les tamisant à travers de la gaze et de petits filets, pour y découvrir quelques particules d'or. Il s'agit là de l'une des méthodes d'extraction de ce métal précieux. Il faut fournir un travail considérable pour obtenir seulement quelques fragments. Comment déniche-t-il l'or? Autrefois, c'était une question de chance. Quelqu'un marchait le long des rives et apercevait un éclat dans l'eau. Aujourd'hui, les méthodes de détection se révèlent bien plus efficaces. Les géologues savent que l'or est présent dans presque toutes les roches et tous les sols, mais ces particules sont si infimes qu'elles échappent à l'œil. Lorsque la concentration devient suffisamment élevée et perceptible, commence alors le travail d'extraction. Des équipes géologiques spécialisées recherchent activement ces sites. Dès qu'elles découvrent de l'or, elles forent des puits, prélèvent des échantillons de sol et évaluent si la quantité de métal permet une exploitation minière à grande échelle. La production dépend de la nature du gisement. Lorsque l'or se trouve dans une roche dure, les mineurs forent des trous, y placent de la dynamite, puis la font exploser. L'explosion fragmente la roche afin d'en extraire le métal. Mais cela ne constitue que le début du processus. Après avoir rassemblé ces gros fragments, les ouvriers les transportent vers des usines pour en extraire le précieux matériau. Au premier stade, les spécialistes réduisent les gros fragments en morceaux plus petits. À l'aide de concasseurs, ils broient le minerai,
jusqu'à obtenir de petits fragments semblables à du gravier. Il est ensuite introduit dans des tambours rotatifs remplis de billes d'acier. La rotation des tambours permet aux billes de réduire le gravier en poudre sous la pression. Cette masse est ensuite mélangée à de l'eau et filtrée. Par la suite, l'or est extrait du minerai au moyen de solvants chimiques et de systèmes de purification complexes. Il se fixe au carbone, puis en est séparé, suivi de plusieurs procédés supplémentaires, incluant l'électrolyse et des purifications plus approfondies. Enfin, l'or est fondu, débarrassé de ses impuretés, coulé en lingots, puis expédié vers d'autres installations pour un traitement complémentaire. Oui, il s'agit d'un processus difficile et chronophage, et il n'est pas toujours rentable. Il est possible de découvrir un gisement de métal précieux, mais son extraction peut s'avérer trop onéreuse et la quantité d'or ne suffira pas à rendre l'effort économiquement justifiable. Seuls 10% des dépôts mondiaux d'or contiennent suffisamment de matières précieuses pour compenser les coûts d'extraction et de traitement. De nombreuses zones regorgent d'or, mais savez-vous combien sont réellement exploitables de manière productive? Moins de 0,1%. Cela constitue probablement une raison supplémentaire de la valeur exceptionnelle de l'or. Mais existe-t-il un autre matériau capable de susciter un tel engouement? Oui, et l'on le surnomme l'or liquide. Il s'agit de l'hélium. Ce gaz sert à gonfler les ballons, mais ce n'est pas là son principal intérêt. L'hélium peut atteindre des températures ultra basses, possède des propriétés supraconductrices et se distingue par sa légèreté. Il est utilisé en médecine pour le diagnostic, notamment pour l'imagerie par résonance magnétique. L'hélium refroidit les réacteurs nucléaires et régule la température du carburant des fusées lors du lancement. Lors de plongées profondes, les plongeurs respirent un mélange d'hélium et d'oxygène pour éviter les troubles liés aux variations de pression. L'hélium s'avère ainsi indispensable au monde moderne. Un autre matériau précieux est le graphène. Ce n'est pas seulement l'un des matériaux les plus résistants au monde. C'est également un excellent conducteur. La chaleur et l'électricité le traversent aisément, ce qui le rend extrêmement prometteur pour le développement de... Quoi exactement? Étant donné que le graphène est aussi flexible, hydrofuge, non toxique et doté de propriétés antibactériennes, il se prête au développement d'innombrables applications. Équipements médicaux, génie mécanique, électronique, construction, logistique, conservation énergétique, industrie spatiale et sous-marine, et bien plus encore. Les savants estiment que le graphène pourrait permettre l'émergence de technologies révolutionnaires susceptibles de transformer la vie de tous. Un processus similaire s'est produit avec le silicium, largement utilisé pour produire des semi-conducteurs et des batteries rechargeables. Sans silicium, nous ne disposerions probablement pas de smartphones, d'ordinateurs portables, ni d'autres appareils électroniques. Le graphène pourrait lui aussi provoquer un nouveau bond technologique. Lorsque le monde s'orientera vers les énergies renouvelables et que les transports électriques se généraliseront, le graphène pourrait devenir le véritable or technologique. Les tests sur les batteries au graphène ont démontré qu'elles se rechargent plus de 70 fois plus vite que les classiques et durent 3 fois plus longtemps. Par ailleurs, elles sont peu coûteuses et respectueuses de l'environnement. Impressionnant certes, mais où peut-on se procurer ce graphène? Il est extrait du graphite, présent dans les entrailles de la Terre. L'un des plus vastes gisements se situe en Australie méridionale, avec 200 millions de tonnes de graphite de haute qualité, une quantité qui semble suffisante pour alimenter la planète entière. Le monstre du Loch Ness ne vient en réalité pas d'Écosse. Il s'avère que cette créature réelle vivait dans les eaux glaciales de l'Antarctique, il y a environ 70 millions d'années. En 2019, des chercheurs ont découvert des fossiles d'un énorme reptile marin préhistorique qui ressemble énormément à la bête que les gens ont fini par surnommer Nessie. Cet animal était terrifiant, mesurait jusqu'à 11 mètres de long et avait un cou immense semblable à celui d'une girafe. Et il pesait environ 15 tonnes, ce qui équivaut au poids de 3 éléphants. Poursuivons notre liste d'animaux gigantesques avec un pingouin. Je sais, les pingouins n'ont pas vraiment la réputation d'être grands, mais des scientifiques viennent de découvrir ce qu'ils pensent être le plus grand pingouin ayant jamais vécu, le Kumimanu fordisei. On pense que ces oiseaux géants erraient près de la Nouvelle-Zélande, il y a environ 55 millions d'années, et qu'ils étaient énormes, pesant plus de 150 kilos. Cela représente environ 5 fois la taille des manchots empereurs, que l'on considère aujourd'hui comme les plus grands parmi cette famille d'oiseaux. Passons maintenant des plus gros aux plus petits. Voici B. Manfred Schmidti, un grand singe ayant vécu il y a environ 12 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne.
Cette créature est très spéciale, car c'est le plus petit grand singe jamais découvert. Et quand je dis petit, je veux vraiment petit. Cet ancien animal ne pesait pas plus de 10 kilos. À peu près la taille d'un chat très bien nourri. Si vous pensez que les petites créatures ne sont pas effrayantes, attendez de voir cette tarentule bleue électrique. Cette nouvelle espèce découverte dans les mangroves de Thaïlande a vraiment l'air d'arriver d'une autre planète. Sa teinte éclatante ne provient pas d'un pigment. Elle a en réalité pour cause la structure unique de ses poils, qui reflète la lumière bleue et lui donne cette apparence d'extraterrestre. Plongeons encore plus loin à présent dans les profondeurs glaciales et noires comme la poix. À environ 610 mètres de profondeur dans la mer d'Andaman, des scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de requin fantôme, qu'ils ont nommé Chimaera supapae. Il a l'air tout droit sorti d'un film d'horreur. Un corps lisse et pâle, des nageoires qui semblent serties de plumes et de grands yeux effrayants. Ces requins fantômes ne sont en réalité pas des requins. Ils y sont seulement apparentés, s'étant séparés de leurs cousins il y a environ 400 millions d'années. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne dépassent qu'à peine la taille d'une boîte à chaussures. Vous disiez peut-être qu'on avait fait le tour des créatures étranges? Eh bien voici un ancien amphibien du Brésil, scientifiquement connu sous le nom de Carosei. Cette créature géante nouvellement découverte, qui ressemble à un crocodile, vivait pendant la période du Trias, il y a donc plus de 240 millions d'années. Mesurant près de 3 mètres de long, elle possédait une mâchoire puissante, semblable à celle de l'alligator moderne. Cette bête était une vraie survivante. Elle s'était adaptée aux conditions les plus extrêmes que la planète ait jamais connues. L'année dernière, des scientifiques observaient la dense forêt amazonienne de nuit lorsqu'ils sont tombés sur de curieuses araignées oranges qui avaient l'air d'être chaussées de bottes noires. L'équipe a rapidement compris qu'il s'agissait d'un nouveau type d'araignée crabe, mais non, elles ne ressemblent pas du tout à des crabes. Elles ont simplement reçu ce nom parce que, perchées sur des plantes, ces araignées étendent leurs pattes latéralement, comme des crabes. Saviez-vous que certaines nouvelles espèces portent le nom de célébrités? Par exemple, l'icône hollywoodienne Harrison Ford a maintenant son propre serpent. Découverte au Pérou, l'espèce T. harrisonfordi rend hommage à l'acteur célèbre pour son rôle d'Indiana Jones, un archéologue connu pour sa peur notoire des serpents. Mais contrairement aux vilains serpents des films en question, cette nouvelle espèce est assez modeste en taille, mesurant environ 40 cm de long. Nous avons également le Rhampholeon princeai, une petite, nouvelle espèce de caméléon pygmée originaire de Tanzanie, qui a été nommé en l'honneur du rappeur et poète américain Prince Ea. Il a reçu cet honneur en raison de son travail de sensibilisation aux enjeux environnementaux mondiaux. Un autre homonyme célèbre est un serpent mangeur d'escargots que l'on trouve dans la végétation des forêts du Panama. S. Irmelin DiCaprioae, hommage à notre Léo préféré, mesure environ 38 cm de long et passe ses nuits sur les feuilles de palmier à la recherche d'escargots et de limaces. Ses yeux ronds ressemblent à des braises incandescentes et peuvent être un peu effrayants, mais dans l'ensemble, c'est plutôt une créature tranquille. Même lorsqu'elle se sent menacée, elle ne mord pas. Elle s'enroule simplement sur elle-même et dégage une très mauvaise odeur. Maintenant, quelque chose d'un peu plus sinistre. Venomius Tom Hardy. Ce nom vous dit-il quelque chose? Eh oui. Cette nouvelle espèce d'araignée a été nommée en l'honneur de l'interprétation par Tom Hardy du célèbre personnage de Marvel, Venom. La raison? Les taches noires présentes sur l'abdomen de l'araignée rappelaient aux chercheurs le célèbre anti-héros. La plupart des araignées de cette espèce ont été trouvées en Australie, la nuit, assises sur des toiles complexes dans des zones forestières près de la côte. Lorsqu'on les dérange, ces bestioles effrayantes se cachent souvent dans des creux tapissés de soie de branches d'arbres. Nous avons également quelque chose pour les fans du Seigneur des Anneaux. Dans les eaux vastes et chaudes du fleuve Amazon, des scientifiques viennent de découvrir une nouvelle espèce de pacu. Ce poisson est un parent du terrifiant piranha, avec un régime alimentaire à base de plantes et des dents semblables à celles des humains. Il a été nommé Myloplus sauron, en raison d'une audacieuse marque noire verticale sur le flanc qui rappelait aux chercheurs le symbole de l'œil flamboyant du méchant Sauron de la saga épique de Tolkien. Attendez, est-ce un capybara bronzé ou un chien sauvage? Eh bien, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Il s'agit d'un cerf nain nouvellement découvert. Cette minuscule créature, à peu près de la taille d'un basset hound, se faufile à travers les forêts du Pérou. Ses grands yeux, son corps trapu et ses pattes courtes rendent cet animal tout simplement adorable. Ce joli petit cerf est le parfait opposé de ce que nous allons voir à présent.
Cette créature d'apparence bizarre ressemble un peu à la bête aux 5 dents. Ces fossiles, découverts en Patagonie chilienne, ont montré qu'elle vivait à l'époque des dinosaures, il y a environ 72 millions d'années. Cette découverte est une preuve supplémentaire que des mammifères parcouraient bien cette partie de l'Amérique du Sud, à cette époque. En passant des forêts d'Amérique du Sud au désert d'Australie, nous rencontrons un dragon des sables connu scientifiquement sous le nom de Ctenophorus chacalpa. Avec sa couleur et son corps long et élancé, ce lézard semble tout droit sorti du film Dune. Découvert l'année dernière, ce dragon des sables se fond parfaitement dans les paysages brûlants du grand désert Victoria, dans le sud de l'Australie. Pendant plus de 10 ans, une créature aux grands yeux a réussi à se cacher des scientifiques qui s'aventuraient dans les montagnes du sud-ouest de la Chine. Mais en 2023, le groupe a finalement réussi à prendre quelques photos de cette grenouille qui ne correspondait à aucune espèce connue. Elles sont maintenant connues sous le nom de grenouille odorante de Leishan, une espèce qui mesure environ 5 cm de long et présente de petites bosses sur son corps vert gazon. Au large des côtes du Chili, nous avons récemment découvert un mont sous-marin presque 4 fois plus haut que le Burj Khalifa. Les montagnes sous-marines abritent généralement de magnifiques formes de vie, des jardins d'éponges et des coraux anciens. Mais ce mont sous-marin chilien cachait également un type rare de calmar doté de longs tentacules ressemblant à des nouilles, ce qui lui donne un peu l'apparence d'une assiette de spaghettis sous-marine. Avec ses tentacules, cette étrange créature peut mesurer jusqu'à 40 mètres de long. Récemment, des scientifiques plongeaient dans les eaux froides de la péninsule antarctique lorsqu'ils ont cru tomber sur un dragon à écailles ordinaires. Mais cette créature avait quelque chose d'inhabituel. Il s'est avéré que ce poisson avait 2 rayures verticales plus foncées le long de son corps élancé. C'est alors qu'ils ont réalisé qu'ils étaient en train de regarder une nouvelle espèce, l'Acarotaxis gouldae. Passons maintenant du très bizarre au super mignon. En 2017, des habitants faisaient bien de la plongée près de l'île de Kyum au Japon, lorsqu'ils ont découvert le Clavellina ossipandae. Cette étrangeté des abysses a rapidement conquis le cœur des gens grâce à son apparence. Ses taches noires ressemblent aux yeux et aux oreilles d'un panda, même s'il faut avoir beaucoup d'imagination. Cette créature filtre l'eau pour attraper sa nourriture et nous rappelle une nouvelle fois que l'océan regorge de merveilles. Vous avez sans doute déjà entendu l'expression « une croix marque l'endroit », empruntée aux récits de pirates et aux aventures peuplées de cartes au trésor. Même si ces légendes ne sont plus en vogue, elles continuent d'inspirer nombre de passionnés d'antiquité qui arpentent de chaque jour champs et collines. L'un d'eux, sans carte ornée d'un X, vit son détecteur de métaux émettre un signal. Un jour d'avril 2025, baigné de soleil, il venait de découvrir l'un des plus vastes dépôts monétaires jamais exhumés. Alors, de quel type de trésor s'agit-il exactement? Et en quoi sa découverte revêt-elle un caractère aussi exceptionnel? C'est un passionné roumain, Marius Manjac, qui en est à l'origine. Selon ses dires, il cherchait simplement une bonne raison de prendre l'air et de faire un peu d'exercice. Lors d'une de ses balades avec son détecteur de métaux, à environ 50 km au sud-ouest de Bucarest, son appareil a capté un signal. En creusant à cet endroit, il découvrit plusieurs pièces d'argent enfouies peu profondément. Bien qu'oxydées, elles semblaient en excellent état. Ce type de corrosion se produit lorsque le métal réagit à l'humidité ou à l'air sur une longue période, altérant son aspect, de la même manière qu'une pomme tranchée se ternit après un long contact avec l'air. La pile de pièces ne tarda pas à croître de manière impressionnante. Il devint évident qu'elles étaient entassées dans un récipient en céramique. Le décompte final atteignit près de 1500 deniers d'argent, probablement enfouis il y a près de 1700 ans. Toutefois, ces pièces remontent au règne, allant de Néron à Marc Aurèle, couvrant plus d'un siècle d'existence de l'Empire romain, ce qui leur confère une ancienneté proche de 2 millénaires. La diversité des effigies impériales suggère une fortune accumulée sur une longue durée. Le système monétaire romain comportait une variété de monnaies, si bien que l'exclusivité des deniers d'argent dans cette cache intrigue. Cela reviendrait à enterrer l'équivalent de 15 000 € en espèces, mais uniquement en coupures de 10. Ce détail pourrait indiquer que le propriétaire était un marchand ayant dissimulé ses profits durant une période incertaine. Il pourrait aussi s'agir tout simplement de l'épargne patiemment constituée sur une vie entière. Selon les empereurs et les périodes, la valeur du denier variait fortement. Ainsi, 1500 deniers pouvaient représenter une retraite confortable, ou s'avérer bien insuffisant.
Au 1er siècle, un denier d'argent permettait d'acheter 12 miches de pain. Avec 5, on pouvait acquérir une amphore pleine de vin. Ce récipient en céramique, muni de 2 anses, servait à stocker et transporter du vin, de l'huile ou du grain. Il semblerait que ce soit précisément ce type de contenant qui abritait le trésor mis au jour. Les amphores romaines existaient en de nombreuses formes, mais furent progressivement standardisées comme unité de mesure, équivalent approximativement à 26 litres de liquide. Le lieu précis où le vase fut enfoui ne montre aucun signe de perturbation, ce qui laisse penser que le trésor a pu demeurer caché pendant tout ce temps. Pourtant, l'amphore était déjà fracturée lorsqu'elle fut découverte. Pourquoi aurait-elle été brisée, et qu'est-ce que cela signifie? Même si la cause exacte de cette fracture reste incertaine, les archéologues avancent l'hypothèse qu'elle aurait pu être volontairement provoquée dans le cadre d'un rituel protecteur préalable à l'enfouissement. Certaines civilisations anciennes avaient pour usage de briser des récipients rituels à des fins symboliques. Cela pourrait suggérer que l'amphore avait accompli son rôle, peut-être en tant qu'offrande sacrée ou comme moyen de dissuasion contre le vol. En somme, prenez mon argent, mais je garde mon précieux vase. Toutefois, de tels rituels sont peu attestés dans le monde romain, ce qui laisse la question entière. Peut-être s'est-elle tout simplement fendue à cause de la pression du sol, des cycles de gel et de dégel, de la croissance des racines, ou même du passage d'une taupe aveugle tâchant de se frayer un chemin. Bien que l'amphore et son contenu soient désormais entre les mains des spécialistes, leur découvreur a bien failli ne recevoir aucune récompense. Après avoir mis au jour le trésor, il lui fallait impérativement prévenir la police, afin de sécuriser le site. Mais le temps jouait contre lui. En Roumanie, un délai légal de 72 heures est imposé pour signaler toute découverte historique importante. Malheureusement, M. Manjac s'est heurté à un contretemps. C'était un jour férié, et les administrations compétentes étaient recloses. Il a donc passé les 2 journées suivantes à photographier avec soin chaque pièce de monnaie, avant de pouvoir remettre l'ensemble de ses trouvailles aux autorités. Le montant exact que M. Manjac pourrait percevoir reste inconnu du public, mais la législation roumaine prévoit généralement qu'un découvreur touche 45% de la valeur estimée de sa trouvaille. Une belle issue, quand on sait que tout cela a commencé par une simple promenade avec un détecteur de métaux. Depuis, le lieu de la découverte a été classé site archéologique, et toute fouille future devra s'effectuer sous la surveillance d'experts, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'un prolongement à cette histoire. Mais pour l'heure, intéressons-nous à ce qui provoque les fameux signaux sonores des détecteurs de métaux et voyons s'il subsiste d'autres trésors encore enfouis à travers le monde. La majorité des modèles destinés aux amateurs reposent aujourd'hui sur une technologie appelée VLF, soit très basse fréquence. Lorsque vous balayez le sol avec l'appareil, sa bobine génère un champ magnétique invisible. Si un objet métallique, un clou, une alliance perdue ou une pièce d'argent romaine se trouve dans ce champ, il renvoie un signal. L'appareil le capte et émet un bip pour vous en avertir. Plus le signal est puissant, plus l'objet est probablement proche ou volumineux. En somme, il s'agit d'un procédé d'induction électromagnétique qui permet de faire réagir les métaux enfouis. Un peu comme si vous appeliez dans une caverne et écoutiez l'écho en retour. Fait amusant, les chauves-souris utilisent un principe semblable, mais fondé sur le son. On appelle cela l'écolocalisation. Si vous criez dans une grotte et les dérangez, elles peuvent émettre des clics aigus qui se répercutent sur les objets autour d'elles. Les échos ainsi produits les aident à déterminer la position de ce qui les entoure. Qu'il s'agisse d'un insecte ou d'un visiteur malvenu, rien ne lui échappe. Tandis que les détecteurs de métaux s'appuient sur des ondes magnétiques, les chauves-souris misent sur les sons et leur résonance. Si cela vous a donné envie d'essayer un détecteur, quels sont les lieux à privilégier ? Monsieur Manjac s'est contenté d'une promenade, mais pour beaucoup, c'est un loisir passionnant qui peut enrichir l'histoire et rapporter gros. Et ce plaisir ne se limite pas à la Roumanie, il s'étend bien au-delà. Au Royaume-Uni, des régions comme le Norfolk, le Suffolk ou le Lincolnshire sont devenues des lieux de prédilection. On y retrouve régulièrement des pièces romaines, des objets vikings ou des artefacts médiévaux. À l'âge du fer, les populations enterraient souvent leurs biens. Certains chercheurs pensent que c'était une forme de stockage, d'autres un acte rituel. Dans un cas comme dans l'autre, de nombreux dépôts pourraient encore s'y trouver. La France regorge elle aussi de vestiges enfouis, allant des trésors gallo-romains aux objets antiques. Aux Pays-Bas, une découverte récente a mis au jour un fragment d'une épée viking extrêmement rare. L'Écosse, quant à elle, n'est pas en reste.
Des découvertes comme celle du trésor de Peebles offrent un nouvel éclairage sur les pratiques de l'âge du bronze. Si vous ne souhaitez pas partir en quête seul, sachez qu'il existe des circuits de détection organisés à travers plusieurs pays, proposant un accès encadré à des sites d'intérêt historique. Ces excursions sont idéales pour ceux qui recherchent des reliques anciennes. Mais si, à l'inverse, vous comptez plutôt enterrer un coffre et le soustraire au détecteur, jusqu'où devrez-vous creuser? La plupart des détecteurs de loisirs peuvent localiser un gros objet enfoui jusqu'à près d'1 mètre. En revanche, pour les pièces ou autres objets minuscules, il faudra se contenter de 15 à 30 cm. Il faut aussi savoir que l'humidité du sol peut jouer en faveur de la détection. Elle améliore la propagation des signaux et facilite la localisation des métaux enfouis. Les modèles professionnels, bien plus coûteux, reposent sur une technologie sophistiquée, leur permettant de repérer de grandes masses métalliques jusqu'à près de 30 mètres de profondeur. Cette capacité s'accroît même lorsqu'il pleut. Toutefois, à moins de cacher votre trésor dans un lieu stratégique, il y a fort à parier qu'il ne sera jamais retrouvé. Pensez à marquer l'emplacement d'une croix sur votre carte. L'Égypte régnait comme détentrice de la plus ancienne pyramide connue, jusqu'à ce qu'une structure récemment mise au jour en Indonésie semble la devancer de plusieurs millénaires. Si cette hypothèse se confirme, cela réécrirait notre histoire. La première pyramide aurait émergé durant la dernière ère glaciaire et se dresserait aujourd'hui au cœur de la jungle. À première vue, Gunung Padang n'évoque guère une pyramide. L'ensemble paraît plutôt une vaste éminence jonchée de pierres éparses. Toutefois, des fouilles récentes ont révélé, bien en profondeur, des aménagements lithiques enfouis en plusieurs strates, nettement plus anciennes et plus profondes qu'on ne l'imaginait. Nous parlons d'une datation pouvant atteindre 27 000 ans. L'affaire devient capitale dès lors qu'elle touche à l'histoire humaine. À ce jour, la plus ancienne société connue possédant un tel savoir architectural remonte à environ 11 000 ans et occupait la région correspondant à la Turquie actuelle. Nous avons déjà abordé Göbekli Tepe dans d'autres vidéos. Gunung Padang divise la communauté scientifique et soulève des interrogations majeures, potentiellement déterminantes. Le site, tenu pour sacré depuis longtemps par les habitants, est encore appelé la montagne de l'illumination et demeure employé pour des cérémonies mystiques. Les Occidentaux ignoraient l'existence de cet endroit jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'est alors qu'un explorateur néerlandais, ayant entendu des rumeurs au sujet d'une montagne singulière, décida d'en vérifier la réalité. À seulement 4 heures au sud de Jakarta, il découvrit un paysage saisissant. Des terrasses superposées reliées par des degrés de pierre grossière, d'immenses dalles couvrant le sol et d'imposants piliers dressés çà et là. À ses yeux, cela évoquait un ancien site cérémoniel, peut-être même un lieu de sépulture. Pendant près d'1 siècle, l'archéologie dominante a délaissé Gunung Padang. L'affaire ressurgit lorsqu'un groupe d'agriculteurs remit la montagne en lumière en 1979. Au cours des années 80, les chercheurs entreprirent enfin des fouilles et mirent au jour des fragments de poterie datés entre 45 avant et 22 après Jésus-Christ. Mais c'est ici que l'ensemble prend une tournure singulière. Certaines analyses indiquent que les strates les plus profondes de Gunung Padang auraient entre 16 et 27 000 ans. Une telle ancienneté impliquerait une construction durant la dernière ère glaciaire, ce qui en ferait un édifice antérieur aux fameuses pyramides d'Égypte, longtemps tenues pour les premières du monde. Cette hypothèse émane du géologue Danny Hillman. Son équipe a mobilisé un radar pénétrant, des carottages et la datation au carbone pour examiner Gunung Padang, et leurs découvertes se révélèrent étonnantes. D'après Hillman, le site s'apparenterait à une immense structure stratifiée, édifiée par étapes au fil de millénaires. La couche la plus récente présente un âge estimé entre 3 et 4 millénaires, soit une période comparable à celle des pyramides égyptiennes. En sondant davantage, on atteint l'unité 2, érigée il y a approximativement 7500 à 8000 ans. Toutefois, c'est l'ultime niveau qui bouleverse réellement les esprits. Hillman soutient que l'unité 3 pourrait remonter à 27 000 ans. Ces travaux laissent entendre que Gunung Padang ne serait pas une simple colline, mais une pyramide à degrés intégrant des chambres et des cavités souterraines, même si peu d'éléments concrets subsistent à leur sujet. Le géologue reconnaît que son interprétation paraît extravagante, mais affirme s'appuyer sur des données authentiques et parfaitement recevables. Il ne s'agit toutefois que d'une théorie. Les contradicteurs de Hillman soutiennent que Gunung Padang ne serait pas d'origine humaine, mais relèverait de formations naturelles.
à l'exception éventuelle des parties supérieures qu'il désigne comme l'unité 1. Ce sont les niveaux inférieurs, ceux qui pourraient bouleverser notre histoire, qui cristallisent les débats. Pour saisir l'enjeu, il faut s'intéresser au sol. La région où s'élève Gunung Padang est dominée par les volcans, ce qui signifie que l'ensemble repose sur un substrat volcanique. L'équipe de Hillman fera le monticule et mit au jour un élément troublant, un sol plus récent coincé entre des strates rocheuses nettement plus anciennes. À leurs yeux, cela constituait l'indice manifeste d'un empilement intentionnel plutôt que d'une formation naturelle. En effet, dans les processus géologiques, un dépôt jeune ne s'enfonce pas spontanément sous des roches anciennes. Ce serait comme découvrir une encre fraîche sous les feuillets d'un ancien manuscrit. Tout ceci ne colle pas, à moins qu'une main humaine soit intervenue. Cependant, des spécialistes sceptiques, tels que le volcanologue Sutikno Bronto, soutiennent que Gunung Padang n'aurait rien d'une pyramide façonnée par l'homme, mais correspondrait plutôt aux vestiges d'un ancien volcan. Il estime que l'entremêlement de sols récents et de roches anciennes résulte de l'érosion naturelle et de dynamique géologique, non d'un travail humain. L'activité volcanique peut engendrer, au fil des siècles, des formes singulières, et faute d'indices tangibles, outils, gravures, restes humains. Nombre d'experts demeurent peu convaincus. Le cœur de l'énigme réside dans ce paradoxe. Observons-nous les vestiges d'une civilisation disparue ou interprétons-nous, à tort, les caprices de la nature? La majorité des archéologues rappellent que la preuve d'une société ancienne exige des marqueurs culturels, art, outils, aménagement. Bref, des traces indéniablement humaines. C'est précisément pour cette raison que l'archéologue Flynn Dibble, principal contradicteur de Hillman, rejette l'idée d'une pyramide. Selon lui, sans indice formel d'activité humaine, tout ce que l'on peut affirmer est que le sol du monticule date de 27 000 ans, ce qui ne démontre nullement que des bâtisseurs érigeaient des pyramides à cette époque reculée. Cependant, plus nous creusons dans les strates du passé, plus nous constatons que nos ancêtres possédèrent des capacités insoupçonnées. L'hypothèse de civilisation avancée durant l'ère glaciaire paraît extravagante à de nombreux archéologues. Après tout, qui aurait pu disposer du savoir et des moyens nécessaires pour édifier de vastes structures, telles que des pyramides, dans un environnement si rigoureux? C'est à ce stade qu'interviennent certains chercheurs, en particulier Graham Hancock. Hancock est connu pour ses théories controversées, affirmant que des civilisations avancées auraient pu exister durant l'ère glaciaire. La dernière glaciation s'étendit d'environ 2,5 millions d'années, jusqu'à quelques 11 700 ans avant nos jours. À son apogée, d'immenses calottes recouvraient une large partie de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie, rendant la survie humaine difficile. La plupart des archéologues estiment que les populations de cette époque étaient surtout des groupes de chasseurs-cueilleurs, se déplaçant en quête de nourriture et d'abri. L'idée qu'ils aient possédé les compétences nécessaires pour édifier une structure massive de type pyramidal demeure difficile à admettre. Pourtant, des chercheurs comme Hancock soutiennent que des civilisations avancées de l'ère glaciaire auraient pu exister et être anéanties par des cataclysmes, tels que des inondations provoquées par la fonte rapide des glaciers. Selon Hancock, ces cultures très anciennes auraient pu ériger des structures monumentales telles que des pyramides. L'un de ses ouvrages majeurs, L'empreinte des dieux, approfondit longuement cette hypothèse. Il y examine divers indices matériels issus de monuments anciens, comme la pyramide de Khéops ou les ensembles mégalithiques d'Amérique du Sud, et avance qu'ils pourraient constituer les traces résiduelles d'une civilisation oubliée. Les théories de Hancock supposent que le savoir et les techniques transmis par cette culture perdue auraient été redécouverts, puis exploités par des civilisations ultérieures, notamment les Égyptiens et les Mayas. Appliquée à Gunung Padang, cette perspective devient encore plus captivante. Ce site indonésien pourrait-il représenter le vestige d'une civilisation disparue, ayant vécu durant la dernière glaciation? Il faudra poursuivre les investigations pour en obtenir la certitude. Quoi qu'il en soit, tandis que les scientifiques débattent de l'origine de Gunung Padang, les légendes locales proposent une toute autre explication. L'un des mythes les plus célèbres raconte l'histoire du roi Siliwangi, puissant souverain désireux d'édifier un palais somptueux en une seule nuit. Doté d'une force surnaturelle, il entreprit d'empiler d'énormes blocs pour façonner son œuvre. Mais lorsque les premières lueurs de l'aube apparurent, il constata qu'il n'avait pu achever la tâche. Dépité, il abandonna son projet, laissant derrière lui les imposantes formations rocheuses observées aujourd'hui. Bien que dépourvues de valeur historique,
Cette légende illustre à quel point Gunung Padang reste profondément enraciné dans la culture locale. Encore aujourd'hui, le site est perçu comme un lieu chargé d'énergie spirituelle, attirant des visiteurs convaincus de son pouvoir mystique. Des hindous de Bali gravissent les marches de la montagne pour accomplir des rituels liés à l'apparition de la pleine lune. Des adeptes du pencaksilat, un art martial indonésien, y pratiquent également leur discipline sur les hauteurs. Tandis que ces rites sacrés perdurent, l'archéologie et la géologie poursuivent leurs analyses afin de déterminer si cette structure pourrait réellement... As-tu déjà entendu parler de Göbekli Tepe? C'est un site ancien en Turquie qui a littéralement fait réécrire les livres d'histoire par les historiens. Il y a plus de 11 000 ans, un groupe d'hommes préhistoriques a créé ce chef-d'œuvre énigmatique qui serait même plus ancien que Stonehenge. Avant sa découverte, les archéologues croyaient que les gens ne connaissaient pas encore le fer et n'étaient pas bien doués pour faire de la poterie. Ils étaient convaincus que la vie sédentaire n'avait émergé qu'avec le besoin d'agriculture. Mais Göbekli Tepe a déjoué cette croyance. Ce lieu a révélé que c'était le temple qui avait ouvert la voie à une vie sédentaire et non pas un mode de vie agraire. Jusqu'à cette découverte, les chercheurs pensaient que c'était l'agriculture qui avait été le catalyseur de la vie sédentaire. Voici le professeur Schmidt, l'homme dont les découvertes ont bouleversé cette théorie. Il a réussi à prouver que des communautés de chasseurs-cueilleurs avaient posé les toutes premières fondations de ce mode de vie. Retour dans les années 60, d'autres archéologues ont visité la région, mais ils ont totalement manqué le coche. En arpentant la région, ils sont tombés sur une colline, où étaient dispersées quelques dalles de calcaire, et en ont conclu qu'il s'agissait simplement d'un ancien cimetière datant du Moyen-Âge. Ils étaient à loin de se douter qu'il y avait tant à découvrir. En 1994, Schmidt s'est lancé dans sa propre enquête sur les sites préhistoriques de la région. Et surprise, il a immédiatement réalisé qu'il avait découvert quelque chose d'extraordinairement unique. Contrairement aux plateaux plats et stériles voisins, Göbekli Tepe présentait un sommet doucement arrondi, s'élevant à 15 mètres au-dessus du paysage environnant. De façon plutôt comique, la traduction du nom de cet endroit est « la colline Ventru ». Schmidt était sûr que seuls des humains auraient pu créer une chose pareille. Ces morceaux de calcaire brisés qui étaient pris à tort pour des pierres tombales se sont avérés être bien plus passionnants. C'était comme tomber sur un trésor caché. Les fragments ont pris un tout nouveau sens, et Schmidt avec son équipe se sont apprêtés à plonger dans les secrets cachés sous la surface. À leur grande surprise, ils n'ont trouvé aucune trace d'habitation. Pas de foyer pour cuisiner, pas de maison, et aucun de ces adorables bibelots d'argile communément trouvés dans des sites voisins du même âge. Cependant, ils ont découvert que ces peuples anciens employaient déjà des outils, comme des marteaux en pierre. Schmidt et son équipe ont donc réfléchi ensemble et se sont livrés à une estimation audacieuse de l'âge des structures en pierre de Göbekli Tepe. Leur estimation a été confirmée par quelques datations au carbone effectuées sur place. L'aspect si ancien de ce lieu commençait enfin à avoir du sens. C'était comme un puzzle qui s'assemblait lentement. On pourrait penser qu'à l'époque, les gens n'avaient pas d'outils dédiés à la création de quelque chose d'aussi impressionnant que Göbekli Tepe. C'est faux. Il s'avère que ces hommes préhistoriques utilisaient des outils en silex au lieu de burin en métal sophistiqué. Ils étaient également doués pour tailler le calcaire plus doux et créer des piliers sur place. Ensuite, ils charriaient les piliers sur une courte distance jusqu'au sommet et les plaçaient verticalement. Une fois que les anneaux de pierre étaient terminés, on les couvrait de couches de terre. Avec le temps, on ajoutait de nouveaux anneaux, et voilà. Ça nous donne une colline épatante pour impressionner les gens dans le futur. Au cours de leur première année de fouilles, l'équipe a retrouvé près de 15 000 fragments d'ossements provenant de créatures sauvages. Les autochtones n'avaient pas d'animaux domestiques et ne cultivaient pas leur propre nourriture. Ils chassaient des bêtes sauvages pour leur repas. Mais les choses étaient sur le point de changer, car l'endroit présentait tout ce dont ils avaient besoin pour commencer à se livrer à l'agriculture. Les scientifiques affirmaient qu'ils disposèrent de céréales et de moutons sauvages qui auraient pu être domestiqués. Et devine quoi? À seulement 32 km de là, dans un village préhistorique,
des généticiens ont retrouvé des traces des plus anciennes souches de blé domestiquées au monde. Ces découvertes sensationnelles ont complètement changé notre vision de la civilisation. Dans le passé, les experts pensaient que les gens devaient d'abord apprendre à cultiver, puis s'installer dans un endroit avant de pouvoir y construire des temples et développer une société complexe. Mais devine quoi? Les recherches de Schmitt bouleversent cette notion. Il affirme que l'effort incroyable consacré à la construction de ces structures étonnantes a en réalité préparé le terrain en vue du développement de sociétés avancées. Cela signifie que ces changements sociétaux et culturels sont survenus avant l'agriculture. Schmitt entretient cette hypothèse fascinante à propos de Göbekli Tepe. Il pense qu'il aurait pu s'agir d'un lieu de sépulture spécial où les gens laissèrent leurs proches. Et voici le plus beau, le site funéraire était orné de statues élégantes et de symboles représentant des divinités de l'autre monde. L'idée que Göbekli Tepe aurait pu servir de site sacré ajoute une autre couche de complexité à notre histoire. Alors que le véritable intérêt du site peut nous échapper, les réflexions de Schmitt nous invitent à considérer le lien profond qui unit la vie et l'au-delà et le respect que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs auraient peut-être nourri pour leurs défunts ancêtres. Maintenant, évoquons les stars du spectacle. Les fascinantes colonnes en forme de T qui dominent Göbekli Tepe. Ces structures mystérieuses mesurent de 3 à 6 mètres de hauteur et représentent très probablement des figures humaines stylisées. Mais l'une d'elles se distingue du reste. Un bas-relief de lion en 3 dimensions. Cette représentation stimule vraiment notre imagination. Pourquoi? Parce qu'elle suggère la possibilité que des lions aient erré en Anatolie durant la période néolithique. Ces pierres levées sont disposées en cercle et placées dans des fosses rectangulaires. Chaque cercle a une configuration similaire. 2 grands piliers en forme de T au centre, entourés de piliers légèrement plus petits, orientés vers l'intérieur. Tu parles d'un arrangement élégant. Ces imposants piliers atteignent les 5 mètres et pèsent entre 7 et 10 tonnes. Certains d'entre eux sont simples et épurés, tandis que d'autres sont de véritables œuvres d'art avec des gravures complexes. Les renards, les scorpions et les vautours prennent vie, rampent et se tordent sur les côtés des piliers. Mais il n'y a pas que des animaux qui soient représentés sur ces pierres. Certains piliers portent des formes abstraites représentant des hommes et même de petites gravures figurant des vêtements. Certains d'entre eux ont même des ceintures. Enfin, il y a un pilier qui se démarque des autres, comme une véritable rockstar. Ce très ancien pilier de pierre suggère qu'une comète se serait écrasée sur Terre. Cela s'est produit pendant une période froide qui a duré environ un millénaire. Des études antérieures, examinant les carottes de glace du Groenland, avaient déjà évoqué cette théorie de la comète. Mais maintenant, les gravures de Göbekli Tepe la confirment. Les gravures de ces piliers sont comme une bande dessinée historique. Elles montrent même une figure humaine sans tête. Les chercheurs ont traité ces images par ordinateur et ont découvert leur lien avec les constellations, ce qui indique que ce temple aurait pu être un ancien observatoire. C'est comme si nos ancêtres essayaient de documenter cet événement cataclysmique de leur manière unique. Les archéologues fouillent et analysent Göbekli Tepe depuis le milieu des années 90, révélant couche après couche d'histoire et nous fournissant une compréhension plus profonde des relations complexes qui régissaient les premières sociétés. Et ils n'ont aucune intention de s'arrêter pour les 150 années à venir. Qui sait ce qu'on trouvera encore? Car vois-tu, Göbekli Tepe a été uniquement considéré comme un site rituel, sans signe d'activité domestique. On nous a laissé croire que l'absence d'eau signifiait qu'il ne pouvait pas supporter de communautés semi-sédentaires. Mais les chercheurs pensent qu'il est temps de secouer les choses et d'approcher Göbekli Tepe avec un regard neuf. Il pourrait être bénéfique de remettre en question ce que nous croyions auparavant. Et si je vous disais que les extraterrestres que nous imaginons tous comme de petits hommes verts pourraient en réalité ressembler à des terriens tout à fait normaux et se détendre en Europe? C'est la péninsule ibérique, et les personnes qui y vivent sont sous suspicion. Voici la raison.
D'une manière ou d'une autre, des parties des artefacts les plus importants de la civilisation ibérique, appelés trésors de Villena, sont fabriqués à partir de métal qui ne peut tout simplement pas être trouvé sur Terre, car c'est du métal provenant d'une météorite. Abordons cela étape par étape. Voici l'artefact lui-même, trésor de Villena, et il est composé de 59 objets différents. Des bols, des bouteilles et des bracelets. Y a-t-il un motif là, avec tous ces baies? Au total, la découverte pèse environ 9 kg, dont 8 kg sont en or de 23,5 carats. Si vous n'êtes pas un spécialiste du métal, je vais vous éclaircir cela tout de suite. À titre de comparaison, l'or 23K est composé à 95,8% d'or pur, donc l'or 23,5K est encore plus pur. Le pourcentage restant correspond à d'autres métaux qui aident à ajouter de la résistance et de la durabilité à l'alliage précieux. Il y avait aussi de l'argent, du fer et de l'ambre dans cet ensemble. L'artefact aurait pu être assez simple, mais pour ces deux-là, appelons-les imposteurs. Regardez ce bracelet en fer forgé et cette hémisphère creuse. Voyez-vous cela? Ces lignes rouillées sur l'hémisphère et la couleur étrange du bracelet se démarquent vraiment, puisque tout le reste est constitué du plus pur or. Tout a commencé en 1963, lorsqu'un chercheur a remarqué un métal sombre plombé parmi les bols et bouteilles brillants. Le métal était brillant à certains endroits et recouvert d'un oxyde d'apparence ferreuse qui était principalement fissuré. Pour que vous compreniez bien, l'or ne se comporte généralement pas de cette manière. L'or est l'un des métaux les moins réactifs. Il ne se ternit donc même pas, encore moins rouille. Pour déterminer d'où provenait ce fer suspect, les chercheurs ont utilisé la spectrométrie de masse, qui examine le rapport masse-charge des molécules. Leurs découvertes ont montré que le nickel dans le fer est similaire à celui que l'on trouve dans le fer météoritique. En termes simples, le bracelet et l'hémisphère sont d'origine extraterrestre. L'âge exact de ce trésor est difficile à déterminer, mais il est crucial. Nous devons connaître l'âge exact pour voir s'il coïncide avec le début de l'âge du fer dans la péninsule ibérique. Si c'est le cas, alors pas de questions supplémentaires ici. Mais si ça ne l'est pas, eh bien c'est pour le moins étrange, sinon suspect. Donc, il existe ce système des trois âges. Il se compose de l'âge de la pierre, puis de l'âge du bronze, et enfin de l'âge du fer. L'âge de la pierre n'est pas important ici. Comparons les âges du bronze et du fer. L'âge du bronze a commencé lorsque l'on s'est rendu compte que la combinaison du cuivre et de l'étain produisait un matériau plus durable que chacun de ces métaux pris séparément. Cette ère était entièrement consacrée à de grandes améliorations des outils et des armes. Mais deux inventions majeures se sont distinguées, les systèmes d'écriture et la roue. Puis vint l'âge du fer. Cette période était entièrement consacrée à l'introduction progressive du fer dans la vie quotidienne. Le fer était beaucoup plus facile à modeler en designs astucieux que le bronze. C'était important parce que le fer, surtout lorsqu'il était transformé en acier, apportait des améliorations significatives dans tous les aspects de la vie. Les outils devenaient plus légers, moins chers et plus résistants par rapport à leurs équivalents en bronze. Vous suivez? Parfait. Ainsi, les chercheurs ont longtemps débattu de savoir si le trésor remonte à l'ère post-argarique ou à la dernière partie de l'âge du bronze. La dernière étude affirme que ces artefacts ont été créés entre 1400 et 1200 avant Jésus-Christ. Et quelque chose ne colle pas vraiment. Tout d'abord, l'âge du fer a commencé environ 500 ans après la création de ces artefacts. De plus, les anciens artisans ne pouvaient pas savoir à l'époque comment travailler avec des métaux qui sont arrivés sur Terre il y a environ 1 million d'années. Et bien que les dates soient vraiment difficiles à expliquer, il existe une explication logique pour l'artisanat. La théorie ici est que ces métallurgistes avaient simplement accès à la météorite tombée. Et ainsi, ils pouvaient bien l'étudier et découvrir ses propriétés avant de l'utiliser à des fins décoratives. Ils auraient pu le découvrir par essai et erreur. Et une fois qu'ils savaient exactement comment travailler avec ce métal extraterrestre, ils ont procédé à orner les artefacts avec lui. De plus, il y avait les Phéniciens qui ont contribué à leur artisanat. Il est vrai que les peuples ibériques travaillaient le métal et fabriquaient de la poterie bien avant que les Phéniciens ne s'installent sur la péninsule. Mais l'arrivée de nouvelles techniques de travail des métaux et l'introduction du tour de potier leur ont permis de produire des biens de meilleure qualité beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Alors, nous avons découvert les origines extraterrestres des artefacts ibériques, mais devinez quoi? Cette zone est toujours suspecte. La raison en est la langue qu'ils parlaient.
Vous voyez, pour la plupart des langues modernes utilisées aujourd'hui, il y aura toujours une proto-langue. Par exemple, pour l'italien, l'espagnol et le français, c'est le latin, d'où leur similitude. Mais attendez, l'ibérique était largement parlé, là où se trouve l'Espagne moderne. Pourquoi l'espagnol n'y ressemble-t-il pas? La vérité, c'est qu'aucune langue aujourd'hui ne ressemble à l'ibérien, peut-être seulement le basque, mais c'est en raison de quelques similitudes trouvées dans leur système numéraux. Le basque est classé comme une langue isolée, ou simplement non apparentée à toute autre langue connue, et la seule langue isolée en Europe. La langue ibérienne est non classifiée. Bien que les écritures rédigées en elle aient été déchiffrées à divers degrés, la langue elle-même reste largement inconnue. Et regarde l'alphabet qu'avaient les Ibériens, on dirait qu'il n'appartient pas vraiment à notre planète. Oh, attends un peu, celui-ci pourrait être un peu tiré par les cheveux. Quand les Phéniciens sont arrivés sur la péninsule, ils ont apporté leur alphabet pour les Ibères. Mais honnêtement, les Ibères n'étaient probablement pas enclins à simplement copier le système d'écriture de quelqu'un d'autre, alors ils l'ont modifié jusqu'à ce qu'il paraisse complètement différent. Disons juste qu'ils ont pris un peu d'inspiration et s'en sont allés avec. Bien que les linguistes puissent deviner dans une certaine mesure comment la plupart des caractères sonnaient, traduire réellement la langue reste totalement impossible. La langue ibérique était non indo-européenne et a disparu il y a plus de 2000 ans, et il n'y a pas de langue similaire restante pour nous aider. Super frustrant, n'est-ce pas? Nous avons plus de 2000 inscriptions ibériques provenant de tombes, de pièces de monnaie, de poteries, de plaques de plomb, et même de gravures sur les parois des grottes. Mais à part une poignée de mots, nous sommes totalement dans le flou quant à leur signification. Si nous pouvions comprendre leur langue, nous aurions peut-être appris qu'ils étaient de grands penseurs et tout. Mais nous ne pouvons qu'admirer les œuvres d'art qu'ils ont laissées. La culture ibérique regorge de créations étonnantes réalisées par des artisans talentueux. Nous parlons non seulement de métallerie et de céramique, mais aussi de sculptures détaillées, de textiles, de bijoux et d'autres parures personnelles. Mais voici le hic. La fabrication de tous ces articles de luxe dépendait beaucoup d'une grande classe agricole. Au cœur de la société ibérique, la plupart des gens étaient impliqués dans l'agriculture et l'élevage du bétail. Selon l'endroit où vous vous trouviez, les types d'agriculture variaient. Par exemple, au nord, ils étaient entièrement consacrés à la culture des céréales, tandis qu'à Valence, ils se concentraient sur la production d'huile d'olive et d'autres aspects agricoles. À l'ouest, l'élevage était le centre d'intérêt. Cependant, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la vie quotidienne des nombreuses personnes effectuant ce travail essentiel. À l'inverse, nous en savons beaucoup sur la classe supérieure de la société ibérique qui contrôlait ses ressources agricoles et engageait les artisans. Dès le 7e siècle avant notre ère, nous commençons à observer un groupe de princes ibériques qui vivaient une vie de luxe, commerçaient avec les Phéniciens et profitaient d'objets de luxe sophistiqués. Vous pouvez reconnaître cette classe d'élite à travers leurs pratiques funéraires. La crémation était la méthode privilégiée pour les funérailles parmi les Ibères, et les individus riches étaient souvent trouvés dans les cimetières, avec toutes sortes de biens somptueux et de sculptures funéraires qui nous donnent un aperçu de la mode et des coiffures des riches. Fait intéressant, à partir du 6e siècle avant notre ère, il y a eu une baisse notable du nombre de sépultures reconnaissables, ce qui suggère que ces coutumes funéraires élaborées sont devenues plus exclusives à une petite élite. Pendant ce temps, le destin de la majorité, agriculteurs, artisans, soldats et ouvriers qui constituaient une grande partie de la population, reste en partie un mystère. Il s'agissait autrefois d'une civilisation assez avancée, mais elle a disparu sans laisser de traces. Les chercheurs pensent que cela pourrait être dû à un énorme tremblement de terre, mais jusqu'à présent, nous n'en sommes pas sûrs. Au Panama, des archéologues trouvaient sans cesse des chefs couverts d'or sous un champ aride. Assez étrange. Puis ils ont trouvé des parures de chefs si petites qu'elles ne pouvaient qu'appartenir à un enfant. Cette découverte a changé l'interprétation du site. El Caño n'était plus seulement un riche site de cérémonie. C'était plutôt un lieu où le pouvoir se transmettait d'une génération à l'autre. Et maintenant, une nouvelle chambre funéraire vient d'élargir cette vision. El Caño se distingue des récits habituels sur l'or antique. La dernière chambre, datant de 800 à 1000 après Jésus-Christ, n'a pas livré que des objets brillants. Elle a ajouté une pièce à un puzzle bien plus vaste.
Les archéologues ont trouvé des poteries, des bijoux en or et un personnage central de haut rang, désigné par la disposition de l'or. Ce n'était pas de la richesse éparpillée au hasard. C'était une affirmation publique de son rang. Les objets eux-mêmes sont saisissants. 2 bracelets, 2 boucles d'oreilles, des pectoraux ornés de chauves-souris et de crocodiles. C'est pas le genre d'objet que l'on dépose par hasard. Ils ont été choisis pour faire passer un message. Dans un monde sans panneaux, sans projecteurs, ni inscription géante, l'or servait de langage. Il indiqua à tous qui était la personne la plus importante dans cette chambre. L'emplacement rend tout cela encore plus frappant. Ni l'Égypte, ni le Pérou, ni un paysage archéologique célèbre rempli de ruines créantes. Le centre du Panama. Historiquement, cette région était vue comme un simple passage entre les grands centres de l'Amérique ancienne, entre les Mayas au nord et les cultures andines au sud. El Caño remet sans cesse en question cette vision ancienne. Cette vieille hypothèse existait pour une raison. Cette partie du Panama ne ressemble pas à un empire bâti en pierre. Pas de temple géant, pas de murs dynastiques sculptés, pas de ruines criant « une société puissante vivait ici ». En Amérique centrale tropicale, la vie quotidienne était faite de matériaux qui vieillissent mal. Bois, chaume, fibres, peau, plume. La plupart ne résistent tout simplement pas pendant 1000 ans. Alors quand l'or survit, il devient l'un des témoignages les plus forts. Et El Caño n'a pas livré ses secrets facilement. L'équipe de Julien Maillot y a débuté des relevés géophysiques en 2005. En 2010, ils ont creusé à 5 mètres et découvert un chef couvert d'or. Puis le site a continué de révéler ses trésors. Plus de bijoux, plus de chambres funéraires, plus de preuves reliant ce champ à tout un paysage cérémoniel. Ce n'était pas une simple fouille d'un week-end. Ce fut des années de travail patient en transformant un pâturage calme en l'une des plus grandes histoires archéologiques du Panama. Le contraste est saisissant. En surface, El Caño semble ordinaire, le genre d'endroit où l'on attend de l'herbe, du bétail et de la chaleur, pas des dynasties. Mais sous ce sol banal, les archéologues ont trouvé des symboles d'autorité faits pour être vus de loin. L'or poli aurait capté la lumière intense du soleil. Les ornements de poitrine brillaient probablement quand un chef bougeait. L'imagerie animale, chauve-souris, crocodiles et autres créatures puissantes, transformaient les bijoux en un langage visuel d'autorité. C'était un statut que l'on pouvait repérer instantanément. Et la chambre la plus récente est importante car elle n'est pas isolée. Maillot a déclaré que le site a révélé 9 chambres similaires et que c'était un lieu où l'élite était inhumée pendant environ 200 ans. Cette découverte élargit l'interprétation du site. Une chambre riche est intéressante. Un lieu de repos cérémoniel utilisé par des puissants sur plusieurs générations suggère tout autre chose. Cela commence à ressembler à un système durable. On voit ce système encore plus clairement dans une autre découverte majeure d'El Caño de 2024. Les archéologues ont découvert la chambre commune d'un important seigneur Coquelet enterré vers 750 à 800 de notre ère. À l'intérieur se trouvaient des ornements en or, des objets en céramique, des cloches, des jupes et un ensemble de flûtes. L'équipe l'a surnommé le Seigneur des flûtes, ce qui semble presque légendaire jusqu'à ce qu'on se rappelle que ce n'est pas un mythe. C'est une personne réelle issue d'une véritable tradition cérémoniale trouvée sur le même site. L'ampleur s'accroît encore davantage autour de cette sépulture. Les chercheurs ont trouvé de nombreux autres individus placés dans le même cadre. Les rapports indiquent que le total pourrait dépasser les 30 personnes. À ce stade, vous ne regardez plus une seule personne importante avec une collection d'objets. Vous assistez à un événement, une mise en scène chorégraphiée, un message à tous, montrant que ce chef était au centre d'un ordre social bien plus vaste. Cette interprétation est étayée par la recherche. Une étude de 2020 sur les multiples chambres d'El Caño a révélé le même schéma de base. Un individu au statut le plus élevé, avec d'autres personnes disposées autour de cette figure centrale, et le sentiment fort que toute la composition représentait l'ordre social. Les auteurs ont également conclu que certaines de ces cérémonies finales impliquaient des pratiques rituelles très dures. La disposition elle-même faisait partie de la mise en scène du pouvoir. Revenons maintenant aux insignes de taille enfantine, car c'est peut-être l'indice le plus étrange de tous. L'une des premières percées de Maillot a eu lieu lorsqu'elle a réalisé qu'un ensemble de minuscules objets en or était trop petit pour un adulte. Il semble avoir appartenu à un bébé paré comme un chef. Plus tard, l'équipe a trouvé des brassards en or sur le squelette d'un garçon de 12 ans. Les deux découvertes pointent dans la même direction. Ici, le statut n'était peut-être pas quelque chose qu'une personne gagnait tard dans sa vie. Il a pu commencer dès la naissance. Cette implication est significative.
Si le rang passait de père en fils, alors El Caño ne nous montrait pas quelques chefs isolés. Cela révélait un système de pouvoir héréditaire. Cela signifie des familles établies, une succession et des règles assez fortes pour que toute une communauté les reconnaisse. Des spécialistes de l'orfèvrerie devaient exister. Le savoir cérémoniel devait être préservé. Le travail devait être organisé. Ce n'étaient pas de petits villages isolés improvisant tout au fur et à mesure. C'était structuré. Ça explique aussi pourquoi El Caño est plus qu'une histoire de trésor. L'or attire d'abord l'attention. Le vrai sujet est la sophistication politique. Les objets ne sont utiles que parce qu'ils révèlent hiérarchie, cérémonie, autorité héritée et une élite capable de mettre en scène le pouvoir de façon claire. L'or est ce qui attire l'œil en premier. Le système social maintient l'intérêt du site une fois que les classes estompent. Il y a une autre raison pour laquelle El Caño compte tant. À moins de 3 km se trouve Sitio Conte, le plus ancien site panaméen qui a longtemps fourni l'épreuve de cette tradition riche en or. Pendant des années, Sitio Conte a été le point de référence majeur. Puis El Caño a commencé à révéler ses propres chefs, ses ornements, ses rituels. Soudain, ce n'était plus un point chaud isolé. C'était un monde culturel plus vaste, caché à la vue de tous dans le même paysage. Une fois ce monde imaginé, El Caño devient incroyablement visuel. Pas de monument de pierre géant ? Soit. La cérémonie peut tout de même paraître immense. Flûte, cloche, plastron d'or étincelant, perles cousues, symboles animaux affichant lignées et rangs. Un ancien chef d'El Caño portait des plastrons d'or, des brassards, un bracelet de cloche, une ceinture de perles d'or et plus de 2000 petites sphères d'or disposées comme si elles étaient cousues sur une écharpe. Ce n'est pas de la mode subtile, c'est du théâtre cérémoniel. Imaginez l'une de ces cérémonies finales. Un chef est placé au centre. L'or capte la luire. La musique résonne à travers l'un. Les compagnons sont disposés selon un sens strict. Chaque personne présente peut lire la scène sans un seul mot écrit. Cette personne occupait le rôle plus élevé. Ses familles comptaient. Cet ordre perdure encore aujourd'hui. Le but n'était pas le deuil privé. Le but était la mémoire publique et la hiérarchie publique. C'est pourquoi El Caño change l'histoire du Panama d'une manière très spécifique. Il n'ajoute pas seulement une attraction archéologique de plus sur la carte. Il montre que le centre du Panama avait ses propres chefs puissants, ses spécialistes rituels, ses symboles de rang et ses lignées. Cette région ne faisait pas qu'absorber l'importance de ses voisins, elle générait la sienne, et le site le confirme. El Caño a déjà révélé plusieurs chambres d'élite au fil des ans, et chaque nouvelle découverte enrichit l'histoire. La découverte clé ici n'est pas un bracelet, une boucle d'oreille ou même une chambre remplie d'or. C'est de réaliser qu'un champ ordinaire cachait un cimetière de souverains et les indices d'un système de pouvoir oublié, présent depuis toujours.